Et le mec, c'est un putain de délinquant. Violeur, exploiteur, etc. Le réflexe normal, c'est de lui mettre une droite. Sauf que c'est pas des ongles comme ça, c'est des grands ongles rouges vermillons, près des griffes, et que j'en prenais grand soin aux pieds et aux mains. Et je regarde mon corps, merde, c'est un corps de grand lézard. Et donc je me pointe, et je leur dis, vous allez pas me faire le coup l'année dernière, moi je pose mon cul sur la chaise, et quand vous serez prêts, je serai le premier à passer. Mais tu prends parti pour les lions ou pour les tigres? Bah pareil, ça me regarde pas, rien à foutre. Il y a un passage dans le livre de Robert Monroe, le deuxième Voyage ultime, là, et vous le citez en plus dans Ouragan, où il a cette conversation avec son lui et son lui, je sais pas comment dire, lui il dit mon moi et mon moi, et il a cette conversation qui est complètement ubuesque, où il pose des questions, et ce surêtre, j'imagine que c'est ce surêtre qui lui répond sur la vie, en fait. Non, c'est une question très métaphysique. Et alors, moi, concrètement, qu'est-ce qui m'arrivait de temps en temps? Heureusement, pas tout le temps. C'est que hors du corps, on est totalement libre. Et de temps en temps, j'allais dire, Dieu sait quand, je voulais aller à gauche, et puis il y a une force qui me tirait vers la droite. Que je comprenais pas. Alors, je tirais comme un chien en laisse, obstiné, ou alors on m'empêchait de rentrer dans un certain lieu. En général, j'avais raison au bout du compte. En général. Qui avait raison? Moi. Mais je sentais des forces physiques, hein, enfin, hors du corps, on me tirait vers un certain endroit, et je voulais pas y aller. Je voulais aller par là. Et quelquefois, on m'amenait également dans des lieux spécifiques. Et donc, j'ai mis longtemps, j'étais enfant et jeune adulte, je cherchais même pas à comprendre, j'étais obstiné, je dis quelle que soit la force qui veut m'emmener ou me diriger de ça, je ne l'accepte pas, donc je vais ailleurs. Et quelquefois, je tirais fort, hein, pour avoir raison, hein, et souvent, ça lâchait. Donc, j'ai réussi à pénétrer tel bâtiment, telle chose. Jusqu'au moment où j'ai fini par comprendre que c'était moi-même. Le surêtre existe réellement, mais moi, je savais pas. J'ai pris, encore une fois, sur le tas, je lisais pas de bouquin là-dessus, moi. Il n'y a aucun bouquin que j'avais lu qui me disait il y a un surêtre. Donc j'ai fini par comprendre que c'était moi-même, mais la partie supérieure de moi-même, mais qui n'est pas extérieure à moi-même, qui est moi-même aussi. C'est moi, dans la réalité, et que le moi ici, une sorte d'extension, qui est aussi le moi. Bon, je finis par comprendre ça jusqu'au moment où j'ai eu cette convocation, là, je raconte très précisément, c'était en octobre 2014, où là vraiment, là, ça m'a complètement scotché, vraiment. J'étais éjecteur du corps dès que je me suis allongé, mais catapulté, hein, et je me suis retrouvé en présence de mon surêtre, c'est-à-dire de moi-même, qui n'avait pas de forme. Il n'y a pas besoin d'avoir de forme, je savais que c'était... et qui m'a fait la leçon en disant, maintenant tu vas te mettre au boulot, en gros, hein, et qui m'a renvoyé dans le... Tu fais exactement ce qu'a prévu maintenant. Et c'était pas gentiment qu'il m'a dit, c'était très froid. Il m'a rappelé le nazi, le pire nazi qui soit. Et il m'a renvoyé dans le corps. J'ai vraiment la sensation de chute et de m'écraser comme un gros paquet de linge sale par terre. Hein. Et ce qui m'a le plus choqué, je le raconte dans le livre, c'est cette absence totale de considération pour ce que j'étais en train de vivre sur le plan physique. J'étais dans une détresse totale. Tous mes repères s'effondraient. Bon, les repères que je connais, je sais qui je suis et je voyage. Et j'avais vraiment l'impression physiquement, énergétiquement, que le sol s'ouvrait sous mes pieds. Il m'a pas fait le moindre commentaire, la moindre allusion à ça. Je dis, mais c'est un foiré-là de surêtre. C'est un nazi, en fait. Et donc, je lui en ai voulu. Je m'en suis voulu à moi-même, en quelque sorte. C'est un peu compliqué, hein. Et, il m'a fallu des années et des années et des années et des années pour comprendre qu'il avait absolument raison. Que ce que j'étais en train de vivre à ce moment-là, qui me semblait être une montagne, ça n'était rien du tout par rapport à ce que je suis censé faire. Mais il m'a fallu le recul, quand même. Donc, je me fais des excuses à moi-même, bien que j'ai pas à m'excuser moi-même, mais voilà. Et que certains de mes étudiants, j'allais dire mes étudiants, certains nouveaux voyageurs qui ont eu la formation par moi ont rencontré leur surêtre. Donc il aborde des formes et des méthodes qui sont différentes suivant les circonstances. Mais c'est eux-mêmes. On a eu des discussions avec ces gens-là, et on est d'accord sur dire que c'est pas quelqu'un d'extérieur, c'est nous-mêmes. Oui, parce que Robert Monroe, pose tout un tas de questions sur la vie. Tout à l'heure, je citerai un passage sur même l'existence des extraterrestres, parce que il pose la question. Ça m'a fait penser à un autre livre. Est-ce que vous connaissez Allan Kardec?
Alors oui, j'avais lu quand j'étais petit, le livre des esprits. Le livre des esprits, ouais, ça m'a fait penser un peu à ça quand. Pour moi, c'est alors là, malheureusement. Allez-y. Non mais. Malheureusement, là, je vais avoir un habit qui va pas être très gentil pour tout ça, parce que on a affaire à des informations de type médiumnique. On n'a pas affaire à des voyageurs. Donc, on a affaire à des gens qui ont une information de seconde main. Alors, ce que je sais de manière certaine, c'est qu'une partie, au moins, une partie très importante de ces informations viennent d'entités énergétiques qui ne veulent pas du bien, qui veulent nous parasiter. Et j'ai un exemple précis de quelqu'un que je connais qui avait fait partie d'une espèce de confrérie liée à Alain Kardec, ici en France, à Paris, et qui a fini par se rendre compte de beaucoup de choses. Or, c'était quand même des gens qui avaient prévu des mois à l'avance les attentats du 11 septembre. Donc le fait d'avoir des informations extrêmement précises à l'avance n'est pas une garantie, comment dirais-je, de sainteté de la part des entités qui sont à l'origine de l'information. C'est souvent un moyen d'obtenir l'asservissement des gens qui les écoutent. Et je prends l'exemple d'Elisabeth Kubler-Ross qui s'est associée à une entité, à un médium. Il y a plusieurs entités qui l'ont aidée dans son parcours, jusqu'au moment où elle qualifie elle-même de cette relation de démoniaque. Elle a mis 14, 15 ou 16 ans à se rendre compte de ça, j'en parle précisément dans le livre. Et j'ai beaucoup d'estime pour cette femme, Elisabeth Kubler-Ross. Donc le problème de ces types d'informations, c'est qu'on ne voit pas qui vous parle. En dehors du corps, si quelqu'un vous parle, vous voyez la personne telle qu'elle est. Même si elle change son apparence, parce que même les entités énergétiques peuvent changer leur apparence et se déguiser dans votre idéal féminin ou masculin, comme je raconte dans le livre. Mais bon, on apprend assez vite à voir derrière l'apparence qu'il y a. C'est facile, hein, c'est très facile. Autant on peut se faire balader par un homme politique à la télé et croire les imbécilités qui nous déversent à tous les niveaux, autant hors du corps, à l'instant où on veut savoir, on sait. Donc là où on est le moins dupe possible, c'est là. Mais c'est très différent quand on écoute un médium ou qu'on a des communications médiumniques. Même quand on est médium, on ne sait pas qui est derrière. Et je vais prendre l'exemple de Jean de Dieu qui a opéré des guérisons extraordinaires pendant des dizaines d'années. Et ces guérisons sont avérées. Moi, je connais des cas. Hein. Personnellement, je connais des cas. Et derrière, le type s'est avéré être un violeur de sa propre fille adoptive, etc. Bon, voilà, il est en prison. On peut dire qu'il est brésilien. Hein, c'est en Brésil. Hein. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas. Ouais. Et il a guéri, en tout cas, par l'intermédiaire de son corps. Donc, il y a des entités qui ont procédé à des guérisons qui sont très spectaculaires, mais pas seulement des guérisons, hein. Des choses très spectaculaires. C'est avéré. Moi, j'ai plein de témoignages directs, hein, des gens que je connais. Ils sont allés. Moi aussi, j'ai des témoignages et de personnes qui vous disent quand vous rendez là-bas, il y a quand même une énergie assez particulière. Alors, il paraît. Qui est pas forcément. On sent une espèce de dôme, ouais. Voilà, oui. qui est pas forcément très saine d'ailleurs. On me l'a rapporté aussi. J'ai failli y aller en 2017. J'étais à 2 doigts d'y aller, j'avais quasiment mon billet et je ne suis pas allé. Et la personne avec qui je devais y aller m'a dit « C'est normal, les entités ne veulent pas de toi. » Mais elle voulait dire que je le méritais pas. Voilà. Oui. Ouais. Sauf que là, réalité, pour le coup, c'est moi qui voulais pas des entités. Oui. Parce que je sais comment ça fonctionne. Un, je suis pas malade, j'ai pas besoin d'être guéri de quoi que ce soit. Deux, la thérapie ne m'intéresse pas du tout. Je m'en fous. Mais alors dans des proportions cosmiques. Et de toute façon, le côté médium, moi, je trouve ça intéressant. Sauf que pour moi, c'est un niveau de fiabilité de 0. Là, c'est côté médium et côté gourou aussi, parce que là, quand même, c'est très grave ce qui s'est passé. Les gens y allaient, c'était des quarts et des quarts, qui se rendaient. Des milliers de personnes tous les jours. Voilà, et des queues interminables. On m'a décrit ça. Alors, encore une fois, les guérisons sont avérées, même les opérations, parce qu'il ouvrait le corps biologique, il y avait des cicatrices. Moi, on m'a raconté ça à plusieurs reprises. Des gens qui ont été guéris, même à distance. À distance, effectivement. Je donne un exemple. Un garçon qui était homosexuel, séropositif en France, qui me dit, tu sais, j'aimerais bien... il me donne pas le détail. Il me dit pas pourquoi il a besoin d'un soin. Donc je lui donne les coordonnées d'un voyant proche de Jean de Dieu. L'opération a lieu et il m'en fait part quelques semaines après. Il me dit, c'est là que j'apprends qu'il était séropositif, si j'ai refait les tests, je n'ai plus aucune trace du truc. Il a refait plusieurs fois, il n'a plus aucune trace. Totalement guéri, alors que d'après la science, c'était impossible.
Mais encore une fois, hein, sans chimie, sans rien, il n'y a plus de traces. C'est comme si j'avais jamais eu le virus du sida en moi. C'est quand même spectaculaire. Je connais plein d'autres cas. Donc, mais on sait ce qui s'est passé, on sait qu'il y avait beaucoup de sexualité là-dessus, et d'ailleurs on a besoin de la matière epsilon. La matière epsilon, elle est mobilisée. Les humains terrestres fonctionnent à 99% avec la sexualité et l'instinct de survie. C'est pareil, c'est le même univers. Donc on a besoin de ça, forcément. Et derrière beaucoup de gourous, on a de l'emprise, de la domination financière, énergétique, sexuelle. On voit ça partout. Ok, on avait ça avec Sogyal Rinpoche qui a créé les centres Rigpa un peu partout autour du monde. Je crois qu'il y en avait 40 ou 45. Et heureusement, on a une journaliste qui s'appelle, une ethnologue des religions qui s'appelle Marion d'Absence, qui a fait une enquête vraiment sur le terrain, qui a sorti l'affaire. Et c'est remonté jusqu'au Dalai Lama, qui est, à l'instar de Poutine, qui est pas un saint homme non plus. Pourtant, on l'appelle sa sainteté. Le truc, c'est que nous les voyageurs, on sait ça de manière directe. Et moi, j'ai su au cours d'un voyage en 2017, ce genre de choses. J'ai fait ma petite enquête suite à ce voyage, parce que bouddhiste tibétain, je m'en fiche comme de l'an 40. Généralement, ils savent pas de quoi ils parlent. J'avais posé vaguement la question à un bouddhiste que j'avais rencontré à Aix-en-Provence, un type avec la robe et le crâne rasé. Hein. Est-ce que monsieur le Dalai Lama se souvient de ses vies passées? Non. Apparemment pas. Alors, c'est bizarre pour un type. Bon, j'ai pas insisté, je m'en fous, c'est pas mon problème. Mais j'apprends en 2017 au cours d'un voyage qu'il y a des trucs pas nets. Et donc, je cherche à aller voir un centre Rigpa au cours de l'été 2017. Et je vois que tout était fermé. J'ai cru que c'était les vacances et que tout était fermé au moment des vacances. Et je suis tombé ce jour-là sur le bouquin de Marion d'Absence que j'ai lu intégralement. Et après, j'ai vu qu'il y avait des enquêtes d'Arte aussi. Très intéressant. Mais moi, j'ai rien découvert. Je savais que c'était comme ça. J'ai eu des copains qui ont pris la robe. S'il entend, il y en a l'un d'entre eux qui va se reconnaître, qui a pris la robe pendant des années, qui me dit, mais Marc, ce que tu dis, t'as raison, je peux en témoigner. Hein, il a pris la robe de moine bouddhiste pendant des années. Voilà. Donc, malheureusement ou heureusement, il y a des mecs sains, équilibrés, sympathiques partout. Hein, en tout cas, mais fondamentalement, le système, il est pas terrible. C'est quand même un système d'asservissement, de dominance, et l'invocation des divinités, que je dénonce précisément dans certains posts Facebook, c'est un appel au parasitage. Ce n'est que ça, c'est des pratiques occultes de type sorcellerie. Donc on offre les disciples en holocauste aux entités énergétiques. Pour moi, c'est transparent. C'est une évidence. J'ai même pas besoin. J'aurais eu 5 ans, on m'aurait posé la question, j'aurais dit c'est ça. Je sais ça depuis le début de ma vie. Donc, et de voir que les gens se précipitent là-dedans, sous prétexte de réalisation et tout ça, mais mon Dieu, mais quelle horreur. Donc, c'est une des raisons, à chaque fois j'ai la même réflexion, et Anne le confirmera, c'est vraiment la planète des singes. Hein. Le type, il se met une robe, un collier, il a le crâne rasé, et puis il dit, je vais vous expliquer, on a la science de l'esprit, on sait tout sur tout, et le mec, c'est un putain de délinquant. Violeur, exploiteur, etc. C'est... le réflexe normal, c'est de lui mettre une droite. Mais ça se passe pas comme ça. Voilà, un mec sain, il met une droite quand il se rend compte qu'il est abusé, manipulé, piraté de toutes les façons possibles. On arrive à asservir l'espèce humaine exactement comme les hommes politiques le font à la télé, en maîtrisant l'information. C'est exactement le même système totalitaire. Nous, on le voit de manière très claire. Et c'est pour ça que je dis aux voyageurs, ne vous compromettez jamais avec un mouvement même soi-disant spirituel. Ne faites pas ça. Vous savez pas ce qu'il y a derrière. Moi, quand j'étais gamin, je pensais que le Dalai Lama, c'était un saint homme. Parce que, bon, moi, j'avais pas d'infos. Après, j'ai compris. Hein. Parce qu'on nous l'a présenté aussi comme ça. Oui, après, voilà. Après, bon, voilà. Au bout d'un moment, il faut éviter de tomber dans le cynisme en disant, tout le monde est comme ça, alors c'est bon, c'est une planète marécageuse, il y a que ça. Et puis, on finit par voir des îlots comme ça, de personnes qui sont authentiques, naturels, qui se prennent pas la tête, qui se prennent pas pour ce qu'ils sont pas. C'est ce que je dis à mon ami Shradalou, par exemple, qui est suivi par pas mal de monde, qui est un garçon très intelligent. Il a pas du tout la grosse tête. Et moi, je m'amuse avec lui. Je donne toujours des titres pompeux, Son Altesse Royale, Sa Seigneurie Générale. Et il dit, arrête de te ficher de moi tout le temps. Mais on a beaucoup de gourous, même en Inde, qui se prennent vraiment au sérieux. Hein. Alors quand je dis, moi, au cours de mes discours à Pondichéry, quand on me parle d'ama, je dis oui, la grosse dame qui fait des câlins énergétiques. Les gens, mais c'est ça.
Elle fait des câlins énergétiques, mais elle est grosse. Il paraît que le divin lui a dit d'être grosse. Bon, bah, elle fait ce qu'elle veut, on s'en fout, mais bon, c'est une grosse dame qui fait des câlins. Naturellement, les gens comme moi sont pas attirés vers ce genre de choses. Je dis aux Indiens, pas de dévotion. Vous commencez par ça. C'est dur de dire ça à des Indiens. Mais complètement. Ouais. Et pourtant, il y a des photos de Sri Aurobindo partout, dans chaque pièce de leur maison, dans un rayon de 50 km au moins autour du centre de Pondichéry. Et je dis, et le pire, c'est que Sri Aurobindo me dit, mais c'est ce que Sri Aurobindo lui-même disait. Alors, moi, j'ai dit, c'est raté, là, pour le coup, hein. Moi, j'ai vu, on a visité à Pondichéry, on était là pour l'anniversaire, je sais plus si c'était la naissance ou la mort de mère, on était en VIP, là, on était dans le truc, enfin, bon, grâce à Shradalou. On a défilé devant la chambre de mer, le siège de mer, tout ce qui lui appartenait. Il y a des gens qui se mettaient à plat ventre. Des Occidentaux. Il fallait les tirer à la grue, quoi, quasiment pour les sortir de là. Oh là là. Moi, bon, d'accord, l'abandon, ok, bon, mais l'abandon, ça n'a pas besoin d'être démonstratif comme ça. Donc, ouais, l'humanité terrestre, elle est comme ça. Est-ce que ce sont pas justement, le manque de repères, les peurs qui font que, l'être humain, il a besoin de se raccrocher à quelque chose? Moi, j'appelle ça le pouvoir. Le pouvoir, c'est quelque chose de très précis pour moi. C'est la quantité d'énergie vitale qu'on est capable de mobiliser. C'est vraiment une question de quantité, hein, comme de masse, additionnée à l'intelligence et à l'aptitude de maîtriser cette énergie. C'est ce que font les entités énergétiques. Un démon est capable, il est puissant, il a du pouvoir parce qu'il est capable de mobiliser beaucoup d'énergie, donner de l'information à cette énergie et de la transmettre à droite et à gauche. Donc il la transporte, il l'utilise. Il y a des êtres humains qui ont un pouvoir qui ne repose pas sur l'association avec des créatures démoniaques ou énergétiques. Voilà. Et ce que je cherche à faire, moi, c'est à expliquer autant que je peux, à expliquer aux êtres humains à acquérir leur propre pouvoir personnel. C'est pour ça que quand je vois des types arriver devant moi en disant « Oh, je suis fan de Mark Coburn », ça commence mal. Ça commence vraiment très mal. J'ai dit aux Indiens lors d'un de mes discours à Pondichéry, je n'aime pas les esclaves. Si vous me prenez pour je sais pas quoi et tout ça, je ne vais pas vous aimer. Je n'ai pas besoin de vous. Je m'en fous de vos histoires, là. Quel honneur de vous rencontrer, tout ça. Je veux pas entendre ça. Là, vous me blessez quand vous dites des trucs comme ça. Je me fous de votre gueule. Et je me fous de leur gueule. C'est pas un jeu que je joue. Moi, j'aime bien les gens de pouvoir autour de moi. Et j'étais comme ça aussi dans le business. J'avais dans mes équipes des gens qui étaient réputés immanageables. Mais j'adorais ces gens-là. Parce que c'est des gens, on les mettait sur le terrain, on leur demandait de faire 100 fois les objectifs. Ils faisaient beaucoup plus que les objectifs. Et c'était des bêtes. Et voilà, j'ai bien entouré des lions, vraiment des gens performants. Je veux pas d'individus que je contrôle autour de moi. Moi, je veux des champions. Anne, c'est pas un animal soumis, hein. C'est pas un animal, elle a du caractère, elle a de l'énergie, elle a de la lucidité. Je m'ennuierais avec quelqu'un d'autre, hein. Ça durerait pas longtemps. Donc, l'humanité terrestre, globalement, va gagner du pouvoir par la connaissance, par la maîtrise de sa propre énergie, et tous les manipulateurs et les démons de la planète vont finir par s'éteindre et iront manger ailleurs. Ou ils iront s'occuper des vaches ou des chiens, parce que on peut parasiter les animaux aussi, ils sont parasités aussi. Donc, avoir du pouvoir personnel, pour moi, c'est ça. C'est très simple. Et j'aime les gens de pouvoir. J'aime bien les gros égos, les très gros égos, à condition que ça ne vienne pas d'une entité énergétique cachée derrière. Parce que les gens de pouvoir, ils sont efficaces pour changer les choses. Je pense que De Gaulle avait du pouvoir, je suppose. Et bon, voilà, hein, j'ai une opinion peut-être un peu tranchée, mais je suis pas du tout impressionné par les gens charismatiques. Ça m'a jamais fait d'effet. J'ai jamais couru, même très jeune, après les stars de ceci et de cela. Je voyais mes copains quoi après ça. Je comprenais pas. Bon, ça n'accroche pas, ça. J'ai jamais été fasciné par un humain terrestre. Ça m'a aidé, hein. J'en raconte aussi dans les derniers livres, quand j'étais dans la technologie de stockage, je rencontrais des gens qui avaient quand même un certain poids. Bon, moi, c'est des singes, hein, comme moi, hein. Moi, je suis un singe aussi. Mon corps biologique est un corps de singe. Bah, eux aussi. Ils se souviennent même pas de leur vie passée, ils savent pas qui ils sont. Et pourquoi j'aurais peur d'eux?
Bon, voilà, je referme la parenthèse. On a évoqué les religions, mais on n'a pas évoqué les sociétés secrètes. Alors, on en a parlé, on a évoqué tout à l'heure, mais c'est pas de celle-ci dont je parle. Ouais. Je parle plus de la franc-maçonnerie, par exemple. J'étais approché il y a bien des années de ça par quelqu'un qui était en franc-maçonnerie, qui m'a approché de la manière suivante. Elle me dit, j'ai compris qui tu es, je vais te dire que je suis franc-maçon et je sais que tu le seras jamais. Donc, je t'en parle quand même. J'ai des amis qui sont francs-maçons. J'ai même rencontré un grand maître dans l'ordre. Enfin, il y a plein de loges différentes. J'ai eu l'honneur et le plaisir de rencontrer un personnage illustre qui est peu connu des Français, mais qui est l'inventeur de la grande distribution en France. Il s'appelait Max Théré. Je sais pas si vous avez entendu parler de lui. Son nom. Il a inventé la grande distribution. Il a accompagné la grande distribution française. Il a accompagné ceux qui ont créé Auchan, Carrefour, Leclerc. Et j'ai eu le bonheur de le rencontrer à Paris par un ami commun, alors qu'il avait déjà plus de 90 ans. Et donc un individu extrêmement brillant qui a débuté sa vie, m'a-t-il dit lui-même, parce qu'on a eu quelques discussions, comme garde du corps de Trotsky. Bon, voilà. Donc il était très avancé dans les ordres francs-maçonniques. Mais ce que j'ai compris aussi en discutant un peu avec lui, parce que je suis pas rentré dans les sujets qu'on aborde ici, c'est que ces gens-là ne savent rien. Sur l'important, je veux dire. Hein. Parce que les symboles de ceci ou de cela, ça c'est des trucs terrestres. Hein. Est-ce que ces gens-là sont au courant que la planète n'est pas dirigée par des humains terrestres? Ben, pas souvent. Hein. Ils sont engoncés dans des trucs qui les auto-enfument. Ou dans des traditions hermétiques qui en fait ne disent rien. Si vous voulez rien comprendre, allez-y dans le symbolisme. Et il faut être clair avec les gens. On leur a tellement raconté d'histoires, on leur a tellement expliqué des trucs, comme les bouddhistes qui expliquent qu'il y a de la réincarnation, mais il n'y a pas d'individu qui existe. Alors s'il n'y a pas d'individu, c'est quoi la réincarnation? Qu'est-ce qui se réincarne? Alors un principe, un agrégat. On retrouve des agrégats, c'est du bullshit. Ça veut rien dire du tout, ça résiste pas à l'analyse, ça résiste pas à l'expérience des voyageurs. Nous, on sait qu'il y a un individu qui existe réellement. Et d'ailleurs, j'en ai parlé lors de discussions qu'on a eues dans des conférences en Inde. Je dis, là, moi, je rejoins les brahmanes et la vision des Védas. Et je m'oppose complètement aux bouddhistes. Et les Indiens qui étaient là ont rigolé en disant, mais le bouddhisme, ça a que 2000 ans. Ils ont un peu dévié, ils sont un peu perdus, etc. Mais c'est marrant de les voir. Puis il y a des gens qui sont très intéressants, hein, qui sont très profonds. Ça n'a que 2000 ans. Ils sont un peu paumés. Mais quand on regarde ce que racontait Bouddha lui-même, ce qui a été retranscrit, il a soigneusement évité la question. Il n'a pas dit que ça n'existait pas, l'entité réelle, l'individu réel. Il n'a pas dit non plus le contraire. Il a refusé de répondre à la question jusqu'au moment de sa mort, où là, ses disciples, d'après ce qu'on a rapporté, lui ont reposé la question juste avant sa mort. Il a refusé de répondre. Je pense qu'il a refusé de répondre parce que quoi qu'il ait dit à ce moment-là, il n'aurait pas été compris. Donc moi, je rejoins la vision des brahmanes, de ceux qui ont écrit les Védas. On sait par l'expérience qu'il y a des entités réelles, qu'il y a quelque chose qui se réincarne, et moi je me reconnais, hein, je sais que moi, il y a 30 000 ans, j'étais le même. C'était moi. Quand on rencontre quelqu'un, même dans les mondes supérieurs, il a ce que j'appelle une identité, c'est-à-dire un marqueur harmonique. Il peut changer d'apparence autant qu'il le veut, on peut le revoir dans 50 milliards d'années, on sait que c'est lui. Parce qu'il a une vibration harmonique spécifique. Et donc, du point de vue des voyageurs, pour ceux qui ont un peu voyagé loin, qui se souviennent un peu des trucs, il y a une infinité d'êtres dans la création. Et il y a aussi donc une infinité de signatures comme ça, c'est comme un ADN. Et du point de vue des voyageurs, parce que ça m'est apparu quand j'étais ado, je le raconte dans le premier livre, non seulement on est immortel, mais on est aussi éternel. Ça veut dire qu'on n'a pas eu de début. Bon, ça c'est chaud, hein, pour comprendre ça dans le cerveau physique. C'est que quelque part il n'y a pas eu de création, il y a eu création en même temps, sauf que ça a toujours existé et que ça existera toujours. Donc ça, on en prend une conscience aiguë quand on monte dans les mondes supérieurs, ça devient une connaissance directe. Et ça chamboule un peu nos schémas, c'est-à-dire quand on redescend ça dans le corps biologique, le schéma du corps biologique, il comprend pas. Et pour lui, il y a des trucs qui commencent et des trucs qui finissent. À la limite que ça finisse jamais, style une grosse pierre bien solide qui bouge jamais, mais qui a toujours existé, comprend pas. Mais on arrive à cette conclusion-là, on arrive à cette connaissance-là.
Donc les êtres sont éternels. Ils n'ont pas été créés. Il n'y a pas une usine d'êtres pour alimenter la population terrestre qui ne cesse d'augmenter. Ça, c'est des enfantillages. C'est sidérant que les gens puissent penser ce genre de choses. Ils n'ont pas la moindre idée de ce qu'est le cosmos, même physique. Il n'y a pas eu de créateur? Mais curieusement, il y a un créateur, enfin, on peut l'appeler comme ça. On perçoit la présence du créateur dans les mondes supérieurs, on en a une connaissance immédiate. Mais il n'y a pas eu de début à cette création. Il n'y a pas eu de début de la création, il n'y a pas eu un moment où il n'y avait pas de création. Voilà. Ça a l'air paradoxal, ça n'a pas l'air de se marier, mais ça se marie très bien. Il n'y a pas eu de début. Ça peut peut-être s'expliquer parce que pour vous, en tant que voyageur, il y a la Terre, certes, mais il y a d'autres mondes, il y a d'autres dimensions aussi. Oui, ouais. Oui, bien sûr, mais bon, en dehors de ça, on peut même les autres dimensions, on peut se dire peut-être que dans la légende actuelle de notre façon de voir les choses, il y a eu cette espèce de Big Bang qui a donné lieu à l'univers physique. Nous, on sait qu'il y a d'autres univers dans lesquels les systèmes stellaires n'existent pas, par exemple. Quand on monte dans les mondes supérieurs, il y a un moment, il y a plus la lumière ne vient plus des astres comme les étoiles. Alors, les soleils sont des étoiles, bien sûr, tout le monde sait ça. Mais la lumière vient de tout. Chaque particule de la création est un soleil. Donc là, on reçoit la lumière en direct. Du coup, on va parler de SS3 et SS2B. D'accord. Okay. Vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'SS3 et SS2B? Alors, j'ai arbitrairement nommé, j'ai pris 10 secondes pour dire comment j'ai nommé cette planète-là et cette planète-là. Donc, ce sont des planètes. Oui, ce sont des planètes. Alors, ce sont des planètes avec un système solaire à 3, bon, pour SS3 avec 3 étoiles, 3 soleils. Et pour SS2B, c'est un système à 2 étoiles dont une bleue. D'où les noms. Alors, c'est vraiment pas les noms qu'ils utilisent eux-mêmes. C'est moi qui, en écrivant, je me dis comment je peux être simple sans aller dans des termes pompeux, très compliqués, etc. Pourquoi vous n'avez pas voulu donner je pense que le nom trompe beaucoup. Et puis, est-ce qu'il y a un nom? Alors, il faut bien comprendre aussi, il y a quelque chose. Sur SS3, on n'utilise pas le langage articulé. On communique directement avec les facultés psy et ça va très bien. Et c'est vraiment une grosse densité d'informations. On peut, éventuellement. Mais non, on n'utilise pas. Voilà. Mais on est au courant de tout ce qui se passe. Avec beaucoup de précision. C'est un peu comme si on était branché sur Internet, haut débit tout le temps. Donc, ça rime à quoi de donner un nom pour des gens qui n'utilisent pas un nom verbal? Ça rime à rien. Bon, déjà, faut bien comprendre ça. Et puis, SS3 c'est une chose, SS2B c'est encore plus avancé. Donc là, les notions d'appellation, là, oubliez. Hein. C'est vraiment trop éloigné de nos référentiels terrestres. Donc, pour faire simple, je dis bon, ici il y a 3 soleils, ici il y en a 2, il y en a un bleu, donc SS Solar System 2B avec un bleu et l'autre 3 soleils. Moi, ma question, c'est pourquoi parler de ces 2 planètes et comment vous avez su que vous aviez finalement vécu sur... D'accord. Alors, tout d'abord, pour SS3, c'est arrivé à l'âge de 14 ans. Lors d'une sortie hors du corps, je me suis retrouvé sur cette planète-là. Et j'ai pas tout de suite compris, parce que c'était une projection très rapide, que j'étais pas avec mon corps biologique. J'ai cru que j'étais avec mon corps biologique là. Et dans les premiers instants. Et comme je savais que l'atmosphère était mortelle pour un humain terrestre, j'ai retenu ma respiration jusqu'à me rendre compte que j'avais pas besoin de la retenir. Et donc, je suis atterri, mon lieu d'atterrissage, donc j'avais 14 ans, c'était voilà. Ça m'a beaucoup frappé cette affaire-là. Je me suis retrouvé dans un espèce de désert avec quelques rochers par terre, dans une atmosphère jaunâtre. Et en haut d'une espèce de petite colline, et j'ai aperçu une route à quelques centaines de mètres. Donc en volant, je me suis dirigé vers cette route. Alors c'était pas une route comme on la connaît, j'explique ça dans le premier livre, telle qu'on la connaît ici sur Terre. Ça n'a rien à voir. Donc j'y suis allé et j'étais complètement fasciné par ces matériaux. C'était une espèce de trapèze comme ça posé sur le sol, mais qui épousait parfaitement la forme du sol, et il n'y avait pas de traces de jonction, de soudure ou d'assemblage. Et ça sur des
autant que je pouvais le voir à perte de vue à droite et à gauche. Ça se prolongeait, c'est une espèce de plateforme comme ça. Voilà. Et donc, j'étais sidéré par les couleurs. Ça avait un aspect métallique, mais un peu complexe, avec différentes teintes. Alors, la lumière qui tombait du ciel, elle n'était pas, c'était pas un ciel bleu, donc voilà. Et il y avait des objets qui étaient suspendus en l'air tous les 100 mètres, tous les 50 mètres, je sais plus, c'est difficile de mesurer ça comme ça, suspendus à rien. Donc, je me dirige vers un de ces trucs. Et je commence en volant, à faire le tour. Je me dis comment ça tient ce truc? Alors je voyais que c'était physico-matériel. Et j'arrivais pas à comprendre comment ça pouvait tenir. Je voyais les mouvements de l'atmosphère, donc il y a du vent en quelque sorte, mais ça bougeait pas du tout. Donc, j'arrivais pas à comprendre comment c'était possible. Et quand je suis passé au-dessus de la plateforme, j'ai été entraîné. Alors j'ai été entraîné, après j'ai compris après, parce que j'avais un résidu de matière énergétique en moi. Donc ça m'a poussé dans une certaine direction, le long de la plateforme, enfin au-dessus de la plateforme. Et quand donc au retour dans le corps biologique, j'ai eu un tas d'informations complémentaires. Alors il arrive souvent qu'au cours d'un voyage, on se souvient du voyage, mais on se rend compte qu'on a ramené une boule d'information avec aussi, comme une espèce de pelote de laine, et on commence à tirer le fil, et puis ça, voilà. Oh là là, j'ai ramené ça aussi ici. Et donc il y avait des informations là-dessus, sur des données scientifiques, sur tout un tas de trucs. Alors évidemment, j'avais 14 ans, moi j'ai jamais un truc pareil. Donc ça m'a pas mal préoccupé longtemps. J'ai commencé à faire des dessins de ce que j'avais, de ce qui apparaissait dans mon esprit. Et j'avais pas à piger ce que c'était que ce truc. Et puis après, progressivement, les souvenirs sont revenus. Je me suis souvenu que c'était une route, du départ de la route, de la ville d'où ça partait, des technologies qui étaient en cause, enfin, qui faisaient fonctionner cette route, parce que c'est une route autoporteuse. On se mettait dessus et puis on était emmené. Enfin, c'est toujours le cas, à mon avis, elle est intacte. Voilà, elle marche toujours pareil. Et puis ensuite, les souvenirs sont revenus sur cette ville et moi, à l'intérieur de cette ville. Et donc l'endroit où j'ai habité, où je travaillais. Et puis assez vite, je me suis rendu compte que j'avais pas un corps humain. C'est des petits trucs comme ça qui arrivent d'un coup. Je me vois en train de me faire les ongles, et aussi des pieds. Sauf que c'est pas des ongles comme ça, c'est des grands ongles rouges vermillons près des griffes, et que j'en prenais grand soin aux pieds et aux mains. Et je regarde mon corps, merde, c'est un corps de grand lézard. Bon, déjà, faut gober le truc. Je ne m'attendais pas à ça, mais dans le flot de souvenirs, j'ai tous les détails qui viennent. Je vois bien le truc, l'enveloppe. Je suis très content d'avoir cette enveloppe-là. C'est vraiment de la bonne qualité, quoi. Et curieusement, avec des sentiments, c'est là où ça vient quelquefois en conflit avec le corps biologique, qui lui est content d'être humain. Dans mes référentiels, si je compare la beauté de ce que je suis sur SS3 et un être humain quelconque, je me trouve incomparablement plus beau en lézard. Enfin, lézard, c'est une image. Et plus intelligent, et plus avancé, et plus à tout. Et encore maintenant, quand je regarde un humain terrestre, je dis, oh, putain, on est moche. Oh là là. Oh, mon Dieu. Et c'est bizarre, Et quand on dit lézard, c'est très approximatif. On voit sur Internet quelques représentations qui sont assez proches de mon corps biologique de ce moment-là. En tapant quoi? Donc il y a des gens qui ont fait des illustrations de leur rencontre avec. Il y en a qui sont vraiment très approchantes. J'avais rencontré aux États-Unis une américaine qui avait illustré je sais plus comment s'appelait ce truc, mais je lui ai acheté une pile de bouquins. Elle m'a dit c'était mon plus grand client au monde et que j'en avais distribué à mes copains aux États-Unis, en France pardon, et certains aux États-Unis, et en particulier les ufologues que je connaissais 3-4 ufologues que m'avait présenté Christelle Sauval, qui est un ufologue lui-même. Elle-même maintenant. Et il y avait, je sais plus leur nom, certains sont morts depuis cette époque-là. Mais j'aurais transmis parce que certains de leurs travaux étaient retranscrits dans ce bouquin qui dessinait les espèces extraterrestres connues, mais également des événements, dont 2 avaient lieu en France.
Donc j'avais acheté ça et j'avais vu qu'il y a des trucs qui correspondaient bien. Bon, c'était il y a pas mal d'années déjà, mais qui correspondaient bien à ce que j'étais. Donc la mémoire m'est revenue. Je demandais pas, hein, j'ai jamais demandé. Hein, de plus en plus, avec de plus en plus de détails, ce que je faisais, mon boulot, certains détails de ma vie là-bas, mon enfance, qu'est-ce qu'on mange, enfin ce genre de trucs. Hein, le temps qu'il fait. Voilà, quand la mémoire revient, ça y va. Et de temps en temps, Anne m'invite à lui raconter, donc d'autres souvenirs reviennent. C'est très facile. Je me replace dans la situation, puis ça revient. C'est comme si on me dit, je suis originaire de quelque part. Je dis, qu'est-ce que tu faisais quand tu étais petit? Tu avais 12 ans. Bon, je me place, je fais 12 ans, je suis où? Petit, voilà, tiens, je fais ça, voilà, et tout revient. Bon, c'est le même mécanisme. Donc, je me souviens ressentir mon corps de reptilien, on appelle ça un reptilien, pas du tout agressif, très intelligent, bien plus intelligent que tout ce qu'on trouve sur la planète des singes. Aucune comparaison. Donc, je suis plutôt scientifique, si on veut donner un terme là-dessus. Je suis plutôt un scientifique des matériaux, qui fait à la fois des études et de la maintenance et de la fabrication. Et je me souviens par exemple d'un épisode dans lequel cette fameuse route a présenté une anomalie à un moment. Et donc j'y suis allé pour détecter l'anomalie. J'avais un appareil spécial parce qu'apparemment tout est continu. En fait, il y a une discontinuité visible si jamais il y a un problème. Donc j'avais un appareil pour détecter cette discontinuité. On savait grosso modo où était la panne potentielle. Normalement, c'est un truc qui tombe jamais en panne. Ça marche genre 100 millions d'années. Puis de temps en temps, comme on est des êtres faillibles, il y a un truc qui est pas terrible. Ça vient pas d'éléments extérieurs parce que c'est inaltérable. Voilà. Dans la position, enfin, dans les climatologies habituelles de la planète, il n'y a rien qui peut altérer ces matériaux-là. Ils sont toujours les mêmes depuis des dizaines de milliers d'années, depuis des centaines de milliers d'années. Je sais qu'elle est intacte, cette route, depuis que j'ai quitté le truc. Elle n'a pas bougé. Rien n'a bougé. Parce qu'on fabrique des matériaux qui sont quasiment éternels dans des conditions normales, sauf si on veut les détruire, nous. Alors, on utilise des moyens particuliers. Donc, je suis allé réparer cette route. J'ai pas pu la réparer sur place, cette portion-là. Donc, j'ai détaché la portion et je l'ai emmenée dans le labo. J'ai confié à quelqu'un d'autre, qui a procédé à la réparation. Et je m'en suis pas occupé parce que j'étais pas non plus, j'ai pas un technicien ouvrier. Voilà. Donc, des détails comme ça. Mon enfance, le système éducatif, le système d'évaluation des individus, le système économique, tout ça, ça te revient tout naturellement. Par exemple, tu te dis, j'ai besoin d'un truc, je vais l'acheter où? Tu vas l'acheter nulle part, il n'y a pas de monnaie. Et de mémoire de type de SS3, il n'y a pas de monnaie depuis fichtrement longtemps, à tel point que c'est vieux, c'est de l'histoire, quoi. Il n'y a pas d'équivalent. On n'est pas dans un système dans lequel il y a de la pénurie de quoi que ce soit, énergétique ou matériaux. Pas ça. Et ça fait des millions d'années que c'est comme ça. Donc pourquoi est-ce qu'on ira envahir la Terre pour piquer je sais pas quoi? C'est débile. On n'a pas de pénurie. De rien. Ça va, on a tout. Alors justement, est-ce que les habitants de la planète SS3 savent que la Terre existe, et qu'il y a des habitants? Alors, et où elle est située aussi, si vous savez? Non, je peux pas. Non, elle n'est pas très loin. D'accord. Elle est dans la zone globale, je dirais, dans un rayon de 100 années-lumière, ce qui est pas très loin. Mais ça veut dire, tiens, c'est dans cette direction-là. J'en sais fiche rien, moi. Plus mes connaissances astronomiques sont légères en tant qu'humain terrestre. Mais je sais qu'elle a 3 soleils et je connais la taille des soleils, vue de la planète. Donc les souvenirs sont détaillés. Mais qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Est-ce que eux ont connaissance des êtres humains? Oui, voilà. Oui, mais non, oui et non en même temps. Alors c'est ça que je voulais dire. Il y a quand même des choses qu'on commence à savoir ici sur cette planète. C'est que rien que dans la galaxie, je vais parler que de la galaxie, il y a des milliards de galaxies, il y a 300 à 400 millions d'étoiles au moins. Il y a de ça 30 ou 40 ans, on pensait que les systèmes planétaires étaient quasi inexistants, voire l'unique cas était notre système solaire. Il y a des scientifiques de haut niveau qui disaient ça. Il suffit d'aller sur Internet et on vérifie ça.
Même dans les années 80, 1980, il y a des gens qui disaient ça résulte certainement d'un choc cosmique entre deux étoiles et donc ça a donné lieu à des planètes, sinon on voit pas comment ça a pu se constituer de ce type-là, même au début des années 90. Et donc les cortèges planétaires sont hautement improbables et c'est la raison pour laquelle probablement la seule vie qui existe dans l'univers, c'est là. Des gens disaient ça, des gens hyper qualifiés, hein, des astrophysiciens. Et puis on a commencé à trouver d'autres planètes. Alors, des planètes extra-solaires. On sait comment, on rentre pas dans les détails, mais on a commencé à les trouver. Avec les moyens technologiques. Pas de pause qui n'existait pas, on en a trouvé partout. Et on s'est rendu compte que c'était la règle, c'était pas l'exception. Donc, dans notre système, dans notre galaxie qui comporte des millions, des trillions, 400 millions, ils disent 400 milliards, pardon, d'étoiles, il y a beaucoup de planètes. Beaucoup. Ce que nous, on sait, nous les voyageurs et les gens qui ont le souvenir de vie passée, c'est que rien que dans notre galaxie, le nombre de civilisations avancées, c'est-à-dire plus avancées que les humains terrestres, ça se chiffre en dizaines de millions. C'est pas 3-4, hein. Des dizaines de millions de civilisations beaucoup plus avancées que les humains terrestres, simplement dans la galaxie. Puis les galaxies, il y en a partout, hein. Donc ça pullule, il y en a partout. Alors, il y a différents types de trucs, et j'ai fait différents voyages sur différentes planètes, bien que ce soit pas le plus fréquent, mais bon, quand même, j'ai vu d'autres planètes, et on voit tous les cas de figure. Donc, la règle, comme dit Steven Greer, que j'ai rencontré il y a quelques années, c'est la règle. C'est l'univers grouille de vie, et grouille aussi de vie intelligente. On en est encore à un stade, ici, où la plupart des gens pensent le contraire, ou n'y pensent pas du tout. Alors qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qui devraient nous faire poser la question. Ne serait-ce que le phénomène OVNI, auquel presque personne ne fait attention. C'est débile de pas faire attention à ça. Tout individu sensé se dit, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Est-ce que c'est total bullshit? Ou est-ce qu'il y a quelque chose? Parce que s'il y a le moindre truc de vrai, ça remet en cause tout nos paradigmes. C'est plus que vrai, hein, pour le coup. Donc, la quantité d'espèces avancées rien que dans notre galaxie et peut-être même dans un rayon de centaines de lumières est tellement grand que dire que les gens de SS3 connaissent l'existence des humains terrestres, c'est une question un peu ridicule. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu autant de monde qu'il y a de grains de sable sur une plage. Donc oui, potentiellement s'ils veulent le savoir, ils vont le savoir, mais non parce que c'est vraiment pas dans leur tronche. Ça a aucune importance pour eux. C'est rien du tout. Parce que c'est ça, ce n'est rien du tout. C'est une planète insignifiante au bord de la galaxie, avec une race relativement peu avancée, qui est dominante. Enfin bon. Il faut savoir que les E.T. considèrent les dauphins et les baleines quasiment, ou même, enfin certains E.T. Quasiment à un niveau supérieur à l'humain terrestre. Donc c'est une question de point de vue, ils ont leurs propres critères. Donc les humains qui pensent être la race dominante de la planète, ça dépend du point de vue. Déjà, c'est pas la technologie à proprement parler qui est forcément le critère. Mais justement, on parlait de la présence des ovnis. Ça intéresse en fait quel genre d'extraterrestre finalement la planète Terre? Pour répondre de manière générale, ça intéresse personne. Ça intéresse vraiment d'une manière générale. Donc ils ne viennent pas? Non, je dis pas ça. Mais c'est ça. Fondamentalement, il n'y a pas d'intérêt particulier. C'est objectif. Il n'y a pas d'intérêt particulier. Il y a des intérêts spécifiques, mais il n'y a pas d'intérêt particulier. Ce que je veux dire, c'est que la planète Terre a rien de spécifique. La seule chose spécifique de cette planète, c'est que vous et moi, en ce moment, on a les pieds dessus. Donc c'est la nôtre, entre guillemets, puisqu'on a un corps humain terrestre, mais c'est pas plus que ça. Il faut vraiment comprendre que ne serait-ce que la galaxie, et encore plus le cosmos entier, on parle même pas des autres dimensions, hein. C'est plus qu'immense, c'est peut-être infini, et que les espèces intelligentes biologiques ou autres, parce qu'il y a autres, elles pullulent de partout. Je prends l'exemple des grains de sable sur une plage. Il y a, j'ai n'importe quoi, la plage de Lacanau, qui n'a pas de limite d'ailleurs. On va dire que chaque grain de sable est une planète. C'est grosso modo ce qu'il y a rien que dans notre galaxie. Il y en a tellement. Et puis il y a un grain de sable qui se dit, là, tiens, en fait, est-ce que les autres grains de sable sont au courant pour moi? Bah oui, et non. Vous êtes quand même hyper nombreux. Et puis vous n'êtes pas vraiment singulier.
La race qui est par exemple sur cette planète-là, la race qui est implantée, hein, qui est là, elle brille pas par sa performance. Pour l'instant, elle est à un stade primaire. Alors, pourquoi je me suis intéressé, pourquoi je suis venu là? Parce qu'on m'a posé la question, et encore il n'y a pas longtemps, on était chez des amis, et les Indiens m'ont posé la question aussi. En fait, j'ai quitté SS2B pour des raisons personnelles. C'est une situation beaucoup plus avancée encore que SS3, de type humanoïde. Ouais, c'est très approximatif ce que je vais dire. Très avancé. Si aujourd'hui un humain terrestre peut communiquer avec un type de Zeta Reticulis, c'est ce qu'on appelle les gris, c'est assez facile. Ils sont assez proches de nous en termes de développement. Ils ont peut-être 10, 20, 30 000 ans d'avance sur nous. Donc, ce qui fait que c'est beaucoup plus transmissible. Il y a des points d'interface qui sont... D'ailleurs, ils nous donnent une partie de leur technologie, les gens ces gens-là. Et ils sont proches de nous, et c'est aussi pour ça qu'ils sont l'interface avec les gestionnaires de la planète. Et nous, les récits d'abduction et machin, c'est en général c'est des gris. C'est en grande partie des gris. Et d'ailleurs, dans le livre Ouragan, quand mon épouse, qui vraiment n'est pas du tout intéressée par cela, est visitée, elle est visitée, elle est pas du tout, elle s'intéresse pas. Elle est visitée par les gens de Zeta Reticuli qu'elle me décrit précisément. Et elle n'a jamais été sur Internet pour voir comment ces gens-là sont foutus. Ça l'intéresse pas. C'est pas son domaine. On a le plus grande chance de rencontrer les gens de Zeta Reticuli parce que ils sont, par nature, dans leur fonction, ils sont chargés de l'interaction avec les humains terrestres. Pour l'organisation qui contrôle la planète. Qui est une sorte de délégation de la Fédération Galactique. On est dans Star Trek, mais c'est comme ça. Je me souviens que j'avais vu une conférence de Dolores Cannon aux États-Unis, et commence comme ça en disant ça va ressembler à Star Trek, mais il y a une fédération galactique. Bah oui, c'est la vérité. C'est pas parce que c'est dans les films que c'est faux. C'est malheureusement, c'est quelquefois une manière de passer l'information ou d'utiliser de la désinformation que d'utiliser Hollywood. Donc il y a une fédération galactique, il y a une organisation des espèces intelligentes et qui sont très différentes les unes des autres, les espèces. Hein. D'ailleurs, il y a la diplomatie galactique. Si on trouve que la diplomatie entre Poutine et Trump est compliquée, ils vont s'accrocher quand les négociations galactiques, c'est quelque chose. Est-ce que nos chefs d'État sont au courant de ça? Bonne question. Je vais parler d'exemples français. Je sais de sources directes que, mais je peux pas préciser plus, que à chaque élection d'un président de la République, il y a un type qui débarque à l'Élysée et qui vient expliquer au président de la République qu'on n'est pas tout seul. Dossier en main et éléments en main. Donc, et je sais que ça a été au moins jusqu'à Sarkozy. Bon. Alors, pourquoi est-ce qu'on leur explique ça? Parce qu'on n'est pas obligé de les mettre au courant. Il y a certains présidents américains qui ont voulu être au courant et à qui on a dit, comme Carter, on a dit, écoute, t'es gentil, mais t'as pas besoin de savoir. Il y a une hiérarchie dans le renseignement américain qui va en gros de 1 à 49. Et j'ai déjà dit ça parce que ça m'a été dit par quelqu'un qui est de niveau 9 et qui m'a dit, sais-tu à quel niveau se situe le président des États-Unis? Moi, je suis à 9. Il est à combien? Il est à 6. Voilà. Donc, il a quasiment le droit de rien savoir. Il n'a pas besoin de savoir et on lui dit rien. De toute façon, tous les 4 ans, il gicle et il y en a un autre qui arrive. Donc, ceux qui ont la connaissance de ça les écartent. Il y a eu quand même un certain nombre de sénateurs qui ont voulu aller à telle ou telle zone et qui ont essayé de rentrer. Et à chaque fois, ils disent, le gardien lui dit, vous êtes gentil, monsieur le sénateur, si vous franchissez le portail, je vous descends. Donc, il y a des témoignages de ça. Hein. Donc, le mec repart. Hein. Donc, oui. Et c'est... ça vient en fait de quelque chose de précis. Ça vient d'un dossier qui s'appelle The Assessment, qui a été créé par les gens de l'OTAN en Europe au début des années 60 parce qu'il y a un incident au début des années 60 qui a failli déclencher la guerre nucléaire entre l'OTAN et les forces de pacte de Varsovie. On était au début des années 60 et il y avait un peu de tension dans les troupes. Hein, on avait vraiment toutes les têtes nucléaires du pacte de Varsovie d'un côté et puis les missiles américains de l'autre. Et il y a une flottille d'OVNI qui a survolé tout ça.
Donc chaque parti a cru que l'ennemi avait inventé une nouvelle arme absolue qui pouvait se déplacer aussi vite. C'était un vol information. Les objets se déplaçaient à peu près à 20 000 km/h à l'époque. Impossible, donc ça n'existait pas. Et donc ils ont pensé que ça y est, c'était fini pour eux, qu'il fallait qu'ils déverrouillent les armes en désespoir de cause, qui balancent tous les missiles. Voilà. Et au dernier moment, il y a une espèce de téléphone rouge qui a fonctionné. Et les gens se sont parlé et ils se sont dit, grosso modo, c'est à vous ça? Bah non, c'est pas à nous. C'est à vous? Non, c'est pas à nous non plus. Bon, on regarde nos trucs. Je résume l'histoire. Et à ce moment-là, il y a un général de l'armée, je crois que c'était un Écossais, qui a dit, c'est pas possible ce truc, il faut faire une enquête. On a failli quand même provoquer la fin du monde avec ça. Il se passe quoi? Il a déclenché une enquête pour analyser le phénomène, sans idée préconçue, et ça a donné lieu à un rapport qui s'est appelé The Assessment. Et qui a témoigné de ça précisément? C'est un type qui s'appelle Robert Dean, que j'ai rencontré. Vous avez entendu parler de Robert Dean? Robert Dean, oui. Voilà. Donc, je raconte ma rencontre avec lui aussi. Je sais que je vais faire une parenthèse encore, mais la première fois que je suis allé aux États-Unis, il s'est produit des trucs curieux, genre que je raconte précisément dans le bouquin. Pour ceux qui n'ont pas lu le livre, je me permets de le raconter. C'est vous qui voyez. C'est moi qui vois. Mais donc je me pointe pour la première fois à cette conférence en Arizona, et je vais justement pour commencer dans la salle où les gens vendent des trucs, des bouquins et tout un tas de trucs. Je vais acheter une pile de bouquins à cette illustratrice américaine, très bon bouquin. Et je lui en achète un tas. Et puis il y a deux vieilles dames à côté, très bien habillées, mais des vieilles dames de 85 ans au moins, qui regardent dans ma direction en rigolant. Et donc, voilà. Au bout d'un moment, je remarque leur petit jeu, et je suis là en train d'acheter mes bouquins, de prendre toute la pile, et je dis, je vous fais rire, je sais pas, je pensais que c'est parce que j'ai acheté plein de bouquins, et elles me disent, en anglais, évidemment, c'est des Américaines, elles me disent, non, on sait très bien qui vous êtes. C'est ça qui nous fait rire. Alors je réponds en anglais, je dis, mais je suis personne, c'est la première fois que je viens là, je suis français, et donc non, vous vous trompez. Voilà. Et elles rigolent, et elles me disent, non, mais on voit bien votre petit jeu, on sait très bien qui vous êtes. Bon, je me dis, bon, elles me confondent avec quelqu'un. Et puis peut-être avec le grand âge, machin. Bon, j'oublie cette histoire, je vais dans le couloir, je croise plusieurs fois des gens qui me disent, quand est-ce que tu passes en conférence? Et je leur explique à chaque fois, je passe pas en conférence, je suis là pour la première fois, et donc je fais pas de conférence, je ne suis rien, personne, je suis français. Donc je vais assister à une première série de conférences. Il y a un moment, entre deux conférences, je sors, je vais traverser un couloir pour aller jusque dans les jardins, à côté de la piscine, et je vois un garçon, une fille de 25-30 ans qui me court après, littéralement, avec des badges de presse. Et donc, je me dis, c'est bon, ils me prennent encore pour le type avec qui ils me confondent, donc je tiens la porte ouverte, ils se précipitent, je referme la porte, je dis, vous voulez m'interviewer? Ils me disent, oui, on veut vous interviewer. Et je lui dis, je suis qui? Dites-moi. Et là, je les vois complètement séchés. Ils n'ont pas la moindre idée de qui je suis ni à qui je ressemble. Donc, je les interroge. Je dis, je ressemble à un type que vous avez vu à la télé, qui est connu machin, truc, machin. Ils sont là comme deux ronds de flanc, comme s'ils sortaient d'un espèce de sommeil bizarre. Je dis, c'est quoi cette histoire? Mais je reste sur l'idée que je ressemble à quelqu'un. Ils sont incapables de se souvenir. Il y avait une espèce de tunnel pour aller jusqu'au casino où il y avait le restaurant. Et aux États-Unis, on s'assoit, il y avait un buffet, et puis on commande la boisson à la serveuse. Et elle me dit, oh, en fait, comment ça va depuis la dernière fois? La serveuse, qui a rien à voir avec la conférence, rien du tout, hein. Elle est serveuse, hein, au casino, au restaurant du casino. Et je lui dis, mais je vous connais pas, je vous ai jamais vu, c'est la première fois que je viens là. Et pareil, elle a la même attitude, elle fait le truc du style, mais il se fout de ma gueule, celui-là, bon, il est marrant comme tout, mais bon, il se fout un peu de ma gueule, mais c'est vrai, je vais prendre sa commande. Elle me croit pas une seule seconde. Et ça se voit. Il dit, oui, mais bien sûr, on s'est jamais vu. Quelque chose comme ça. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Je reviens, après avoir mangé, tout ça s'est écoulé dans la même matinée. Et là, je vois un attroupement autour, justement, de Robert Dean. Je savais pas que c'était Robert Dean. Donc, parce qu'on voyait pas, il y avait tellement de monde autour de lui, il y avait même des gens qui venaient de Chine pour lui parler. Et donc, je regarde
l'objet de l'intérêt de cette foule. Il y avait plusieurs dizaines de personnes qui étaient là, attroupées. Il y a un type qui était assis là, c'était Robert Dean. Donc moi, je me mets sur la pointe des pieds, je regarde, et je le vois assis, comme ça, en train avec sa canne. Il avait plus de 80 ans à l'époque, un beau vieillard. Et je regarde, et puis, en se faisant, en me mettant sur la pointe des pieds, d'un coup, il m'aperçoit. Je connais pas, hein, il me connaît pas. Et il fait signe avec sa canne, oh, viens là, viens là. Alors tout le monde s'écarte. Il fait signe avec sa canne comme ça, faites-lui de la place, qu'il vienne. Je m'assois à côté de lui, on se serre une longue poignée de main. Et il fait exactement comme s'il me connaissait de longue date. D'ailleurs, on discute, on se met à discuter. Et il pense que je suis américain, que j'habite en Arizona. Et c'est là où je commence à comprendre le truc. Je lui dis, il y a quelqu'un qui se fout de ma gueule, clairement. Je comprends que je ressemble à personne qui est passé à la télé ou dans cet univers-là, et qu'en fait, ces gens-là ont été téléchargés de ma carte de visite, en quelque sorte, de mon identité, par le biais du système énergétique, par les extraterrestres. Mais c'est devenu limpide à ce moment-là, mais il m'a fallu, je sais pas combien de personnes qui viennent vers moi comme ça. Je dis, oh, les enfoirés. Mais à quel but? Dans le but d'attirer mon attention, puis en même temps avec humour. Et puis en même temps, tout ça a fait que le soir même, je me suis retrouvé en soirée avec Robert Dean et d'autres, en cercle privé, parce que Robert Dean avait l'impression de me connaître depuis 1 million d'années. Voilà. Il est arrivé d'autres trucs. La deuxième année, quand je suis allé là-bas, c'est un trajet assez long, et puis j'arrive en décalage horaire, je suis très sensible au décalage horaire. Donc ce que je fais en général quand j'arrive sur place, je suis assez sportif, c'est que dès le soir même ou le lendemain matin, si possible, je vais courir et faire un peu de musculation. Ça m'aide à me rephaser. Et puis après, je vais dans la salle de restaurant prendre mon petit déjeuner. Un bon petit déjeuner bien équilibré, comme j'aime. Et puis là, je vois passer au bar une jolie jeune femme blonde, assez grande. Et bon, je suis un homme, hein, et donc je me dis, tiens, il y a quand même des humains sympas physiquement ici. Je fais pas plus attention que ça. Elle me voit pas. Et puis elle prend genre un verre ou je sais pas quoi, et puis bon, elle tourne les talons et elle s'en va. Et après, je me rends donc dans la grande salle, parce que les conférences n'avaient pas commencé. Et c'était noir de monde, hein, les gens étaient là, traînaient en attendant que les portes des conférences s'ouvrent. Et puis à 10 ou 15 mètres au milieu de la foule, cette personne me voit. D'un coup, son regard est braqué sur moi. Elle va droit sur moi. Et mais tout droit, hein, direct, hein, sans hésitation. Et elle me dit quelque chose du genre « Tu fais partie de ma famille ». Bon, j'ai dit, bon, il y a quand même des allumés, à mon avis, dans ce genre de truc. Elle a pas l'air déséquilibrée, mais peut-être un plan de sauter. On sait jamais. Donc, la prochaine conférence, la première, allons commencer. Je dis, écoute, si tu veux, on en parlera. T'es dit pour déjeuner. Et donc, on se retrouve à déjeuner. Et je me rends compte que cette personne est tout à fait sensée. Et qu'elle a une espèce d'intuition, me voyant, de famille. Et je me rends compte qu'on partage des connaissances en commun. Et que c'est pas du tout une cinglée. Parce que dans cette univers-là, des fois, il y a des gens qui sont quand même calibrés. Alors, je vais rajouter un élément qui va rajouter de la compréhension à tout ça. L'année d'avant, il y avait un type qui avait délégué une équipe pour examiner les gens pour voir s'ils avaient des implants extraterrestres. Et c'était le docteur Lair. Et il y avait 3-4 personnes qui étaient là, qui avaient conçu tout un protocole scientifique pour détecter les implants. Parce qu'on peut les détecter quand ils sont physiques, enfin, métalliques en tout cas, bon, ils ont des appareils, voilà. Donc l'année d'avant, j'avais voulu passer là-dedans, et chaque fois que je me pointais, c'était jamais le moment. Ils voulaient refuser de me mettre sur la liste d'attente, et alors tous les autres passaient, hein. Alors je me dis, je fais de moi ou quoi? Bon, et donc j'ai laissé tomber l'année d'avant. Et là, cette année-là, donc en 2012, je les vois installer leur barnum, là. Et donc, je me pointe et je leur dis, vous n'allez pas me faire le coup l'année dernière. Moi, je pose mon cul sur la chaise et quand vous serez prêts, je serai le premier à passer. Donc là, je dis, je bouge pas. Voilà. Mais on n'est pas prêt. Bon, j'attends.
Donc ils m'examinent et ils remettent une espèce de planche anatomique après en disant s'ils trouvent pas d'implant, ils font une espèce de rapport en disant carte blanche. S'ils trouvent des implants, on a une espèce de planche dans laquelle ils indiquent où ils en ont trouvé, mais également d'autres caractéristiques. Par exemple, le champ électromagnétique qui est généré par cet implant. Donc je suis le premier à passer. Donc je prends cette carte-là, je la colle dans ma poche, et puis pour les gens que je rencontre, je m'informe vaguement des résultats s'ils sont passés là, et je rencontre mon ami Sébastien, qui est devenu un ami, avec qui je suis toujours en contact, qui lui est criblé d'implants, il y en a partout. C'est comme si on allait tirer un coup de chevrotine, il y en a partout. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont rien, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont un implant. Il faut savoir qu'un implant extraterrestre, il a des spécificités, c'est petit comme 2 grains de riz, 3 grains de riz. Bon, vous savez, hein, vous êtes au courant de ce genre. J'ai lu, surtout je l'ai lu dans votre livre, okay. Hein. Bah oui, parce que vous racontez. Ah oui, je raconte, ben pour ceux qui n'ont pas lu le livre. Et tout à fait à la fin de cette période-là, de la période des conférences, je vais voir cette personne, qui s'appelle Tina. J'ai dit, en fait, est-ce que toi aussi t'es passé dans les mains de l'équipe? Elle me dit, oui, j'ai fait aussi le truc. J'ai dit, ils ont trouvé des machins. Et il me dit, oui, j'en ai. J'ai dit, mais moi aussi. J'ai dit, tu peux me sortir ton rapport? Alors, elle sort son rapport, je sors le mien, il était superposable. C'était un truc de fou. Mais j'en ai vu plein d'autres. Parce qu'ils avaient tourné les mecs toute la journée, donc il y avait 0 ou ceci ou cela. C'était les mêmes nombres d'implants aux mêmes endroits avec les mêmes champs électromagnétiques. Alors là, ils vraiment sont tombés. Je dis putain, ça c'est quand même impressionnant. On est équipé pareil. C'est waouh. Et donc elle savait ce que c'était aussi, et moi aussi. Et je savais même quand on me les avait posés. C'était il y a bien longtemps. Donc moi, j'avoue que là, ça a été une vague d'émotion à ce moment-là, parce que j'ai dit, merde. Statistiquement, c'est pas possible qu'on ait le même truc. Il faut vraiment qu'il y ait un type qui ait voulu faire ça, pour qu'on soit équipé exactement de la même façon. Et donc Tina et moi, on est restés en relation. Alors on s'est pas revus pendant des années, on s'est revus l'été dernier. Celle que j'appelle ma petite sœur des étoiles. On s'est revus et Anne était là. Et juste pour donner un exemple de ce qui se passe dans la réalité, je parle pas de quelque chose qui est fantasmé et tout ça. Tina, c'est quelqu'un de très conscient du cosmos, de ce genre de choses. Et on conversait en anglais par les réseaux sociaux. Et un jour, ça devait être en 2017, j'étais dans mon canapé chez moi. Je pensais pas du tout à elle. Je savais qu'elle était en déplacement en Caroline du Nord, parce qu'elle habite l'Arizona. Et j'étais sur mon canapé en train de regarder n'importe quelle ânerie à la télé, et d'un seul coup, je prends une énorme balle d'énergie dans les bras. Gros comme un ballon de fitness. Boum! Avec une bonne masse. Je dis, c'est quoi ce truc? Alors je soupèse. Je dis, bah dis donc, alors j'envoie une impulsion dans un sens pour voir si ça traverse les ailes jusqu'à l'autre main, ça traverse. Je me dis, c'est quoi ce truc? Alors j'ouvre la boule, on peut ouvrir la boule énergétique, et je vois que ça vient de Tina. Je dis, merde. Donc je regarde les informations qui sont à l'intérieur de la boule. On a l'impression d'être dans un film de science-fiction. Non, tout ça, c'est passé entièrement comme je raconte. Et donc, j'ai raconté dans le bouquin ou pas ça? Non, ça non, il me semble pas, non. Et donc, je lui adresse un message. Il y a un truc dont il faudrait que je te parle. Alors, elle est en visite dans sa famille en Caroline du Nord. Je sais que c'est l'hiver, je me souviens, parce qu'il y a de la neige. Et elle me dit, bah écoute, recontacte-moi quand je reviens chez moi. Et donc, genre quelques jours après, je sais plus combien, 4, 5, 6 jours après, elle est à nouveau chez elle, je dis, écoute, tel jour, à telle heure, j'ai reçu une putain de boule d'énergie, c'est toi qui me l'avais envoyée. Grosse boule, vraiment, un gros truc comme ça. Et là, elle est toute excitée, elle répond, en fait, qu'elle avait fait un test, qu'elle faisait régulièrement avec des différentes personnes, mais qui avait toujours échoué. Mais c'était en double aveugle, c'est-à-dire que la personne n'était pas au courant même qu'elle allait tester. Et là, elle était toute excitée sur Messenger, je crois que c'était sur Messenger, en disant, bon, t'es le premier à qui ça marche. Elle me dit, tu es un récepteur exceptionnel. Il faut voir, et envoyer gros paquet aussi. Bon, j'ai pas tout dit, mais bon, dans la boule, elle avait aussi l'information qu'elle était pas sûre que ça marche et que ça avait souvent échoué, donc elle a mis des trucs personnels sans le faire exprès. Ça, je l'ai pas dit, je l'ai jamais dit.
Donc, je dis, ouais, bah écoute, tu vois, ça a marché, voilà, parce que tout correspondait, voilà. Le fait qu'elle m'ait testé, le moment, le truc, le machin. Donc, ça, c'est la réalité. C'est voilà, on est reliés. Quand on s'est revus l'été dernier, en septembre, à Phoenix, Anne était là. Et c'est un moment d'émotion quand même, parce que c'est ma petite sœur des étoiles. Alors, ma petite sœur, c'est une grande sœur plutôt, parce qu'elle est grande. Mais ça fait drôle de voir ça, de voir que quand la connexion s'est établie, elle s'est plus éteinte. Voilà, on est resté en relation. Je savais quand elle était malade, je savais quand elle avait des problèmes, même si elle me le disait pas. Là, elle m'a expliqué beaucoup de choses. Quand on s'est revus à côté de Phoenix. Mais je sais ce qui arrive. Et donc cette connexion qu'on a avec les gens de la famille, j'en ai des exemples aussi dans le livre, puisque quelqu'un vient à mon secours au nom de la famille. Hein, vous avez lu ça, je pense. J'en ai grand besoin. Non, la réalité des gens comme nous, et tout ça, c'est ordinaire. Sauf que c'est quand même spectaculaire. On demande pas d'aide, mais on en reçoit quand même, et de la part de ces gens-là. Donc, ils sont venus à mon secours aussi. Je raconte un peu dans le premier livre, quand j'ai beaucoup souffert pour mon opération du cou, là, quand on m'avait posé une sonde gastrique qui me perforait le ventre. C'est eux qui sont venus. La grande lumière bleue, tout ça, c'est ceux. Donc voilà, on est toujours relié à la famille. C'est la famille de SS2B. Voilà, c'est. Et dans le cinéma, la visite que j'ai eue, c'est probablement un type de SS2B qui est venu me voir quand j'étais adolescent au lycée. Voilà, ce que je raconte précisément. Dispersé comme ça, c'est des événements anodins, mais quand on a la perception aiguë de la réalité, on sait que c'est ça. Voilà. Donc, j'ai donné des exemples. Voilà. Alors, j'en reviens à Robert Dean. Il y a eu cette impression aussi de connexion, et on se connaît depuis toujours avec Robert Dean. Et on a passé la soirée ensemble. Il me dit, il faudrait qu'on se revoie, comme t'habites l'Arizona. Je dis, non, je suis français, moi. Et j'ai su en lui serrant la main qu'il avait pu pour longtemps sur le sol terrestre aussi. Il est parti de ce monde 3-4 ans après. On a le même niveau. Tina m'avait donné pour la première fois un terme, elle disait c'est le ground team, c'est l'équipe au sol. Et donc je me dis ouais, c'est un peu pompeux ça comme terme quand même, mais finalement ça va bien. Et j'avais trouvé ça chez Dolores Cannon aussi, toutes les caractéristiques de ce que moi j'avais été depuis le début de ma vie. Et moi j'étais frappé vraiment par sa conférence parce que je me suis reconnu dans ces termes. Et y compris dans ma psychologie personnelle que je pensais unique. J'ai découvert que j'étais pas unique, que j'étais extrêmement commun. C'était très très dérangeant aussi. Ça m'a beaucoup remué. Ça a été le moment où la dernière pièce du puzzle que je voulais pas placer, en fait, s'est placée automatiquement. Donc j'étais obligé d'admettre les choses complètement. Et les choses les plus insensées que je peux même pas tout expliquer ici devant la caméra. Je peux pas. Parce que s'il y a quelque chose que je n'aime pas, c'est que on se prenne pour ce qu'on n'est pas. Et bon, je vais surtout pas faire ça. Avoir une mission importante, atteindre les lieux et tout ça, non. Mais ça peut donner cette impression-là, ces histoires-là. Le problème, c'est que ça nous est vraiment arrivé. Tina, ça nous est vraiment arrivé. Robert Dean, tout ce que je raconte m'est vraiment arrivé. Et bien d'autres choses encore sur lesquelles je m'étends pas. C'est vraiment arrivé, mais ce que je veux dire, c'est que les administrateurs de la planète, ils connaissent la nature humaine et ils savent que quand ils ont des gens sur Terre qui sont déguisés en êtres humains, ils sont contaminés par l'espèce humaine et ils peuvent prendre la grosse tête. Il y en a plein qui ont pris la grosse tête. Donc, ça, c'est quand même un danger. Ils savent comment faire maintenant. Ils savent se tenir à la juste distance. Voilà. Et c'est quoi l'utilité de vous avoir mis des implants dans le corps, selon vous? Ah, je sens que vous voulez pas me répondre là. Non, mais je vais vous répondre indirectement. En Inde, je m'étais lâché au moment d'une discussion avec Shraddha Ranade, ce qu'on a enregistré l'année dernière et qu'on va peut-être publier enfin. J'avais donné les explications et Anne a été la première à dire tu dois enlever ça. Il faut être raisonnable, tu peux pas dire ça. Voilà. Peu importe que ce soit la vérité ou pas, c'est la vérité. Non, tu peux pas dire ça. Comprends que tu peux pas dire ça. Elle est raisonnable, Anne. Et je dis, on avait parlé avec Shraddha et il dit, on va effacer ça. Donc on peut pas tout dire.
Et à un moment, on s'arrête. Parce qu'en tant qu'être humain, on n'est pas prêt à entendre. Mais je vais pas non plus répondre à ces questions-là. Parce que toutes les questions et les types de réponses que je peux apporter, je veux pas donner de renseignements sur le pourquoi. Il y a de très bonnes raisons pour lesquelles on ne doit pas parler de ça. Mais Anne est maligne, hein, parce que quand elle avait lu le bouquin, etc., elle m'a dit, tiens, j'aimerais bien savoir où ils sont, ces trucs. Parce qu'on me pose la question souvent. Hein. Ça n'arrête pas. Donc j'ai toujours refusé, y compris avec mes compagnes précédentes, de répondre aux questions. Mais Anne les a trouvées en 1 minute. En plus, vous vous souvenez, vous m'avez dit tout à l'heure que vous vous souvenez du moment où... Oh, pas seulement du moment. Ça s'est fait par abduction, c'est ça? Par invitation. Par invitation pour vous? Une abduction, c'est un enlèvement forcé. Une invitation, c'est OK, tu viens au rendez-vous prévu, on te pose le matos, et puis on le met au point, parce qu'il y a une mise au point. On le teste, parce qu'il y a des tests. Et puis on te ramène là où tu dois être. Vous dites dans Ouragan que les êtres humains ne sont pas prêts, en fait, à connaître l'existence des extraterrestres. Oui, dans leur globalité. D'ailleurs, s'ils étaient prêts, les administrateurs de la planète lanceraient l'information. C'est vraiment pas compliqué. On se demande aussi, il y a des évidences comme ça, même intellectuelles. Il y a des gens qui courent après la révélation. Stephen Greer a commencé par lui. À l'époque où je l'ai connu, Obama venait d'être élu. Il avait beaucoup d'espoir en Obama parce qu'il avait eu le privilège d'informer les époux Clinton de la réalité de ces choses-là dans le ranch de Rockefeller. Et donc je lui dis, il m'avait dit qu'il avait envoyé un dossier complet à Obama. Je dis, ça fait combien de temps? Il me dit, ça fait 6 mois. Je dis, t'as des nouvelles? Non. Je dis, t'en auras jamais. Voilà. Le truc, c'est que c'est pas les humains terrestres qui vont décider de ça. C'est à l'évidence. Et si les gestionnaires de la planète voulaient que tout le monde soit au courant, il leur faudrait combien de temps pour que tout le monde soit au courant? 1 quart d'heure? 2 minutes? Ce serait très rapide. Ce serait très rapide. Allez, c'est de l'ordre d'1 heure maximum, sur toute la planète. Ils font apparaître leurs vaisseaux, parce qu'ils ont des vaisseaux balèzes, hein. On est dans Independence Day, un vaisseau de 3000 km de diamètre, il apparaît, ils en montent 3 ou 4, ça y est, tout le monde est au courant, c'est bon, ça va. Ils le font pas, pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que tout le monde soit au courant. Et c'est pas un humain terrestre qui va changer ça. Donc ça les arrange bien en même temps, les humains terrestres, que l'humanité moyenne soit plongée dans l'ignorance, parce que ça leur permet de garder le contrôle de la population et de protéger donc ce secret-là. Donc beaucoup de désinformation autour de ça, de toute la sorte, hein, parce que ça marche très bien. Des informations amplifiantes, ils infiltrent les contactés. Il y a des whistleblowers qui sont soi-disant informés, mais de choses complètement débiles. J'ai plein d'exemples. Hein. Les gens des Zeta Reticuli sont nos ancêtres, nos descendants qui reviennent du futur et qui nous rendent visite. C'est totalement faux, c'est du bullshit complet, mais c'est là pour démonter le système de croyance des gens qui s'intéressent à ça. Ils savent plus quoi croire ou quoi ne pas croire, parce que c'est une espèce de brouillard de guerre qui est classique dans le renseignement. Et l'histoire des Anunnaki, vous la connaissez? Alors, je connais. Moi, j'ai pas d'informations personnelles là-dessus. Une des raisons pour lesquelles, parce qu'on m'a posé la question et ça a été filmé, donc je peux le redire ici, pour lequel je suis venu sur Terre au bout du compte, c'est parce qu'on en avait parlé pas beaucoup. J'allais voir les voyageurs qui étaient de passage. Et il y avait un être qui m'avait parlé de cette planète-là, il était passé. Après, il y a tellement d'autres trucs, mais dans le flot, et tout à fait à la fin, avant de me décider à quitter cette planète, il y a un autre type qui m'a parlé de cette planète insignifiante. Et comme je savais que c'était un des jardins, j'utilise le terme jardin, de SS2B, c'est-à-dire on a ensemencé beaucoup de planètes dans toute la galaxie et ailleurs, des millions. Donc je savais que c'était un des jardins. Mais c'est pas uniquement notre jardin, parce que tout le monde est libre de faire ce qu'il veut avec sur les planètes de ce type-là, et de créer, je sais pas, une espèce de moustique pour voir comment ça se passe. Allons-y, expérimentons. Donc je savais que c'était un des jardins de SS2B, et donc c'est pour ça qu'in fine, je me suis décidé à venir là. Parce que ça n'a pas de signification particulière.
En dehors de mon cas personnel, je suis allé là parce que j'en ai entendu parler. C'est quand même un endroit, j'aurais pas pensé, on va dire, 10 ans auparavant à venir là. Puis à la fin, je me dis tiens, pourquoi pas aller ici. C'est comme ça. De toute façon, c'est une des planètes au jardin de mon espèce, de mon espèce originelle, celle dont je me souviens. Donc je suis venu pour ça. Pour cette raison-là et pour plein de raisons personnelles en dehors de ça. Mais il y a aussi des raisons collectives. Donc, dans l'incarnation, on a des raisons spécifiques à l'individu, des raisons collectives spécifiques à des groupes, quels qu'ils soient. Donc, il y a l'intérêt de faire évoluer biologiquement l'humanité terrestre, l'intérêt de collaborer avec les intelligences cosmiques avec lesquelles on est en affinité, qui sont notre famille, parce que ça existe, hein. C'est tout simplement ça. Et puis, c'est une espèce de coévolution commune. Il n'y a rien d'aussi important que ça, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est juste comme ça. Et c'est surtout fait toujours dans, on va dire, dans la bienveillance et l'amour, parce que ça, c'est une notion aussi qui revient toujours dans les deux livres, d'ailleurs. Oui. J'utiliserai pas ces termes-là. D'une manière générale, parce que, je dirais, je fais le scénario de base. Il y a un type qui voit atterrir une soucoupe volante à côté de lui. Il y a deux gars qui en débarquent. Et puis le type, il garde son calme, il dit ami ou ennemi. Et souvent, ce qui se passe, c'est que c'est ni l'un ni l'autre. C'est exactement comme si j'atterrissais au milieu de la jungle et puis qu'il y a les lions éthiques qui se pointent et qui nous disent vous êtes plutôt nos amis ou nos ennemis. Ben rien. Je suis autre chose qu'un ami ou un ennemi. Mais tu prends parti pour les lions ou pour les tigres? Bah pareil, ça me regarde pas. Rien à foutre. En gros, c'est quoi? C'est la neutralité alors? Souvent c'est une sorte de neutralité, oui. Après il y a des règles. Hein. On intervient le moins possible sur les civilisations primitives, même s'il y a des exceptions. Et il y en a. Elles sont souvent calculées et quelquefois par hasard. On a de temps en temps des rencontres avec des types qui sont vraiment bienveillant et en pleine compassion avec l'espèce humaine qui a perdu la mémoire, qui est complètement paumée, qui est violente. Enfin, on voit bien ce qui se passe. Hein. Et puis il y a des types qui nous rendent visibles, mais qui s'en foutent complètement. Et il faut pas les chercher, parce que ça, c'est la réalité aussi. S'il y a un individu violent, même une armée veut s'attaquer à lui, à son vaisseau, ils sont dézingués. Hein. Donc il y a tous les cas de figure. Mais la règle générale, c'est plutôt l'indifférence. Alors moi j'ai reçu ici Egon Kragel. Oui, je connais. Donc il est ufologue. C'est même un copain. On salue Egon, que j'apprécie beaucoup. Moi j'apprécie beaucoup aussi. Et il était venu ici pour présenter ses livres, et lui donc il a recueilli tous les témoignages. Hein, c'est des documents qui viennent de documents déclassifiés hein, du FBI. Et c'est vrai que parfois dans les témoignages, il y a eu des rencontres qui étaient pas forcément bienveillantes. Il faut se mettre à la place des gens. Il faut quand même que les gens comprennent. Alors, je vais prendre d'abord une première comparaison. Vous avez une crise cardiaque, vous allez à l'hôpital. Le médecin qui vous reçoit, généralement, il n'a pas dormi depuis 2 jours, et il en a rien à foutre de votre cas, il va vous soigner quand même. Il va faire son boulot. Mais il va pas forcément éprouver une immense compassion vis-à-vis de vous. Ça, c'est l'hôpital de Paris. Hein. Ne dis pas que ça arrive jamais, c'est comme ça. Le type de zeta réticulé qui est chargé de faire ce qu'on appelle les grilles, que j'appelle les zétas, moi, qui méritent le respect comme tous les individus de la création, qui fait son boulot, on le dit de faire des examens, on va dire, anatomico-physiologiques des humains, il en a fait déjà 200 ou 300 dans la semaine, il va pas tomber amoureux de toi parce que je sais pas quoi. Il fait son boulot, puis si tu fermais ta gueule, ça serait mieux quand même. Hein, t'arrêtes de crier parce que c'est bon, parce que c'est souvent ce qui arrive. Donc, ils t'endorment parce que psychiquement ils sont très puissants, ou ils occultent ta conscience d'une manière ou d'une autre, et puis c'est tout, ils sont tranquilles. Ils font leur boulot, ils tombent pas amoureux de toi. Mais ils peuvent de temps en temps avoir des affinités avec certaines personnes. Et ça arrive. Moi, j'avais un ami qui malheureusement est décédé récemment, qui avait un pote de zeta réticulé. Ouais, vraiment. Pourquoi ils ont besoin de venir nous voir? Ils n'ont pas besoin. Ça fait partie des trucs qu'ils ont envie de faire, mais c'est pas un besoin vital. Alors, par contre, leurs besoins, alors, si on parle des gens, ils sont vraiment intéressés dans la génétique et la reproduction. Pas de problème. Je peux donner quelques détails là. Je sais pas si ça intéresse les gens. Et c'est vrai que les programmes d'hybridation existent. C'est souvent le fait de ces gens-là, des gens de zeta réticulés. Ça les passionne.
Il y en a d'autres qui s'en fichent complètement de ce genre de choses, mais eux, ça les passionne. Donc c'est vrai qu'ils ont créé des espèces hybrides, et j'ai rencontré aux États-Unis plusieurs personnes qui ont eu des bébés hybrides. Ils racontent tous le même genre d'histoire. Ils ont souvent des grosses têtes, voilà. Hybrides entre les... Ils ont réussi à pouvoir combiner le système génétique. Donc ça les intéresse, et pendant assez longtemps, je donnais quelques précisions, ils pensaient que tout ça c'était purement biologico-énergétique, parce qu'ils connaissent parfaitement l'énergétique, les gens de Terre Réticuli. C'est une science pour eux. Donc c'est une science qu'ils maîtrisent technologiquement aussi. Et ils se sont rendus compte qu'il fallait... mais c'est récent, c'est il y a quelques dizaines d'années, ils se sont rendus compte que il fallait rajouter un élément pour espérer obtenir des espèces viables. Il fallait privilégier, par exemple, le lien entre la mère et le fœtus. Donc c'est pour ça qu'ils ont de plus en plus embarqué les mamans qui venaient visiter leur fœtus. Ou alors, je connais un cas comme ça où de temps en temps l'enfant hybride vient rendre visite à sa mère sur Terre. La mère qui, entre parenthèses, n'a jamais été enceinte, mais qui l'a été à maman. Et il y a eu même aux États-Unis des procès de femmes qui ont fait des procès à leur gynécologue parce qu'elles étaient enceintes genre de 3 ou 4 mois, puis le lendemain matin, elles n'étaient plus enceintes, avec aucune trace biologique dans leur lit. Alors, il y a vraiment des gens qui ont attaqué leur gynécologue. Ils ont simplement, on a pris le fœtus et on s'en a occupé ailleurs. Donc, ces gens-là travaillent sur tout ce qui va accompagner la conception. Je parle des gens de Zeta Reticuli. Et ils ont lancé une ligne spéciale de travaux il y a quelques dizaines d'années, en disant on veut s'améliorer pour cette hybridation et on doit prendre en compte l'affect qui a une conséquence directement sur l'énergétique et donc sur le développement de l'embryon. Donc c'était pas spécialement des gens qui étaient obsédés par ça, parce qu'ils sont affectivement, on va dire, plus légers, que les humains terrestres sont moins émotifs. C'est pas qu'ils le soient pas du tout, mais ils le sont beaucoup moins. Donc ils sont en train d'améliorer leur process d'hybridation avec ça et plein d'autres techniques. Mais ils sont pas là uniquement pour ça. C'est un peu un avantage, on va dire, supplémentaire qu'ils ont à travailler avec l'administration locale. Dans l'administration locale, ils sont un peu, je vais pas les choquer, mais un peu les sous-fifres, les exécutants. Dans la hiérarchie, il y a des types qu'on a appelés les oranges dans les programmes secrets, qui sont des êtres issus d'un système stellaire qui est proche des Zeta Reticuli. Au-dessus, il y a ce qu'on appelle les nordiques. Alors, il y a plein de classes de nordiques. Et vraiment, les grands patrons, c'est des êtres qui ont été appelés les anciens, les elders, qui viennent d'une autre dimension. Parce que le côté multidimensionnel, c'est les véritables patrons. J'ai donné quelques détails. S'ils apparaissaient de manière matérialisée ici, ils feraient 5 mètres de haut à peu près. C'est un tout petit peu effrayant, donc ils évitent pour l'humain terrestre. Donc voilà, l'équipe grosso modo constituée... Qui nous observe en tout cas. Qui contrôle cette planète et qui en surveille le développement, mais qui l'accompagne. C'est pas simplement de l'observation, il y a de l'action. Mais c'est pas nous. On n'est pas forcément le centre de ça, c'est la planète dans sa totalité, avec sa géologie, je sais pas moi, les activités sismiques, la biologie des êtres vivants d'une manière générale, l'écosystème d'une manière générale. Faut pas s'imaginer qu'on est le centre absolu de leur attention. Non, ils vont créer et supprimer des espèces même sur Terre. Ils créent des nouvelles espèces, même en ce moment. Et ils les mettent en incubation sur la planète. Ils essayent différents trucs, comme ils essayent dans toute la galaxie, Donc ces gens-là, ils ont un savoir qui est totalement inimaginable pour un humain terrestre. Il y a une sagesse aussi, il faut bien comprendre une chose, ils ont du recul. Ils ont un recul qu'on n'a pas sur des centaines de millions d'années. Donc comment aller... Parce qu'il y a des gens qui se mettent en tête quelquefois de donner des leçons à ces gens-là. Moi, humain terrestre, je suis tellement avancé et intelligent que je vais leur expliquer ce que c'est que l'éthique, machin truc. Oui, mais bien sûr, on a tendance à faire ça. Même moi, en dehors du corps, je me suis risqué 2-3 fois. Ça m'a calmé tout de suite. Je dis, oui, non, mais c'est bon, quoi. C'est un gamin de 2 ans et demi qui veut apprendre à un prof d'université ce que c'est que la physique élémentaire. Mais tu sais rien du tout, mais ferme ta gueule. Mais rien, tu sais rien de la vie. Les humains terrestres, c'est ça, ils savent rien. Et ils pensent être le centre du monde, et ils sont, certes, quand ils paniquent pas, ils sont capables de donner des conseils à ces gens-là. Mais je crois que le bon réflexe, c'est de commencer par observer et de rien dire. Sinon, si on veut passer pour un con, il faut ouvrir la bouche. Ils nous connaissent tellement. Mais c'est tellement simple, nos réactions.
C'est tellement bête. Donc, alors de temps en temps, les personnes qui sont enlevées perdent complètement les pédales, mais complètement, c'est irrémédiable, et de temps en temps, ils passent à la machine à détruire le papier. Hein. C'est, bon, je devrais peut-être pas dire ça. Mais c'est tellement irrécupérable que bon, ils mettent fin à l'entité biologique humaine. Parce que bon, tout simplement, c'est voilà, c'est fini. Alors, c'est pas éthique, c'est tout ce qu'on veut, mais bon, qu'est-ce qu'on fait nous avec les poulets d'élevage et tout le reste? Mais globalement, ils sont plutôt, si vous voulez nous anéantir, ça serait fait tout de suite, hein. Pas de problème. Ils n'auront qu'à faire péter nos propres armes nucléaires ou faire autrement comme ils veulent. Et il y a plein d'idées aussi. Ils sont là pour nous voler, pour nous contrôler, mais ils nous contrôlent déjà. Exactement comme j'ai expliqué tout à l'heure. Donc ils nous contrôlent aussi parce qu'ils sont très furtifs. Ça se trouve, il y en a un dans la pièce là, et on voit pas parce qu'il a réussi à être complètement furtif avec sa technologie. Moi, dans une certaine mesure, les gens comme moi, on peut en détecter à partir du moment où ils utilisent une technologie de furtivité basée uniquement sur le champ epsilon. Voilà. Donc quelquefois, ça m'est arrivé. Voilà, bon, savoir qu'ils étaient là. Ah, je sais que t'es là. Ah, voilà, on joue, hein. Mais bon, on connaît aussi par le champ d'énergie. Mais il y en a d'autres qui sont balèzes. On sait ce qu'on sait, mais on sait pas ce qu'on sait pas. Donc oui, la règle générale, c'est que s'il n'y avait pas cette bienveillance supposée, on serait plus là. Ou alors ils feraient ce qu'ils voudraient, et ils se soucieraient pas de nous. S'ils voulaient nous voler, ils pourraient nous voler tout ce qu'ils veulent, hein. Mais sauf que cette planète, elle est pas à nous. Ça veut dire quoi, nous voler quelque chose? On est là depuis 200 000 ans, on est une espèce hybride qui a été créée en laboratoire. C'est la vérité, voilà. Les humains terrestres. Hein. Robert Dean le raconte très bien. Parce que quand il a découvert le dossier The Assessment, tout est expliqué dans ce dossier-là. Donc ils ont pris un singe terrestre, ils l'ont modifié, il était adapté à la planète pour en faire un être avancé. Et c'est un programme sur des centaines de milliers d'années. Donc on est au début du programme. Donc nous, on participe à ce programme-là parce que par notre présence dans un corps biologique humain primitif, on va aider à l'évolution. C'est à la fois un objectif personnel et un objectif collectif. C'est très simple. Il n'y a rien de compliqué. Mais c'est un singe quand même qu'on est en train d'habiter. Il a le comportement d'un singe. On a la hiérarchie des singes. On voit ce qui se passe. Vous savez, les singes, ils montent sur la branche, de plus en plus haut, plus la hiérarchie est grande. Et puis ils prennent les femelles. Et puis ils ont, c'est le comportement de nos puissants terrestres. Ce sont des singes. Mais c'est pas une insulte. C'est juste, on est tous des singes. C'est vraiment la planète des singes. Et c'est comme ça qu'un reptilien de SS3 voit les choses de manière très posée. C'est comme ça. Des êtres très primitifs qui ont découvert un peu trop tôt les armes nucléaires. Faut faire gaffe un peu. Voilà. C'était pas forcé, c'était un peu une surprise quand même, mais bon, voilà, c'est pas grave. Mais bon, voilà, il faut faire gaffe. Mais ils accompagnent notre développement. Dans le chapitre 4, dans la partie 4 du livre, j'explique, avec un exemple précis, comment ils nous donnent des technologies. C'est un exemple précis. Les puces au silicium n'ont pas été inventées par les êtres humains. Vous êtes au courant ici? Disons que moi j'ai entendu des choses, ouais. Mais... Et moi je le sais. Moi, je le sais. J'ai tenu entre mes mains, personnellement, et à plusieurs reprises, les objets technologiques qui ont inspiré les laboratoires Bell pour créer les puces au silicium. Donc, voilà, à plusieurs reprises. Je sais que même dans ce livre-là, toute la partie 4, les gens vont se dire c'est de la science-fiction, il délire le gars. Sauf que j'ai toutes les preuves de ce que je dis. Oui, parce que là, vous annoncez des choses sur des siècles. Oui, mais ce que j'ai vécu là, c'est ça que j'explique, j'ai toutes les preuves de ce que je dis. J'ai fait venir il y a quelques années le patron d'un magazine, et je lui ai montré tout ce que j'avais, il m'a dit « Oh là là, c'est chaud ça hein. ». Il a mandaté un journaliste, c'est une journaliste pour commencer à enquêter. Au bout de quelques jours, elle a dit « Bon, c'est validé ». Et ce patron de presse m'a dit « Je ne publierai rien là-dessus, c'est trop chaud pour moi ». Je referme la parenthèse. Donc, ce que je dis, c'est 100% vrai. Tout ça s'est passé exactement comme je l'explique. Et donc, derrière, ça montre qu'il y a un accompagnement des gens de cette planète, même au niveau scientifique. Et ce que j'explique, ce que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est que on attend sur Terre, de la part de cette humanité, des évolutions, on va dire, sociétales, politiques,
Mais les véritables évolutions, elles sont d'abord scientifiques et technologiques. Quand l'électricité est arrivée en Afrique, ça a profondément changé la société. Quand le téléphone est arrivé en Afrique, ça a changé la société africaine. Et jusqu'au cœur de l'Afrique, parce que en fait l'électrification de l'Afrique, au départ, c'était autour des côtes. Et le téléphone portable a permis un bond technologique. Ils ont sauté le téléphone à fil. Parce qu'on a pu mettre des relais un peu partout, alimentés par des panneaux solaires et des éoliennes, etc. Donc, le changement sociétal vient directement des changements technologiques. Et c'est ce qui est prévu dans le plan. Il y aura des changements technologiques extrêmement puissants, qui sont en cours, qui vont changer notre vie, tout comme la vie d'un type des années 70 n'a rien à voir avec la nôtre. Ils n'avaient pas d'ordinateur. Ou alors c'était des trucs, des calculatrices à la noix, ils n'avaient pas de téléphone portable, ils n'accédaient pas à Internet, ça n'existait pas. Notre vie est quand même très différente de celle qui vivait dans les années 60. Eh bien, ça ne fait que commencer. C'est ce que j'explique. Donc, on vit une époque formidable, mais elle sera de plus en plus formidable. Les bons technologies, j'en donne quelques éléments, quelques directions. Pourquoi? Parce que je sais comment ça va se passer, ça se passe toujours comme ça. On va travailler sur des métamatériaux. Ok, bon ben voilà, on est en train petit à petit de les découvrir. On a déjà créé du graphite, des choses comme ça, des nanoparticules de carbone qui stockent un peu plus d'électricité. On est sur la bonne voie, on va continuer. On va pouvoir créer des assemblages atome par atome et fabriquer ce qu'on appelle les matériaux exotiques, avec des capacités de supraconductivité, d'inéluctabilité. On pourra pas les détruire, on pourra pas les modifier, sauf avec des moyens technologiques particuliers. Et tout ça, ça va nous pousser beaucoup plus loin en termes de capacités scientifiques. Et chaque fois qu'on va faire un développement, d'autres développements vont apparaître possibles. Donc on en est au début. Et les révolutions vont venir de là. Ce qu'essayent de faire ce qu'on essaye de faire en Europe en ce moment, parce que on a une espèce de tentatives de prise en main des médias alternatifs par le pseudo-pouvoir des primates terrestres, les pouvoirs politiques, c'est clair, sauf qu'ils n'y arriveront pas. La technologie les débordera systématiquement. Et de toute façon, ils ne contrôleront jamais les voyageurs. C'est impossible. C'est techniquement impossible. Donc, ce qui va arriver dans le futur, c'est qu'ils vont essayer de développer des moyens de plus en plus sophistiqués pour contrôler les réseaux sociaux et les systèmes Internet. Ça, je l'ai vu des années à l'avance. J'ai fait un voyage dans lequel tout ça, j'ai assisté à ça. Et ce voyage m'a poussé plus loin que les années 2020. J'ai vu ça, mais ils ne contrôleront pas. Et nous, on parle souvent du nouvel ordre mondial ici au Médian 442 et de tout ce globalisme-là qui se... Mais quel globalisme? Ça, c'est bien un truc occidental. Allez parler de ça aux Chinois ou aux Africains. Ils sont concernés par cet ordre mondial-là? Pas du tout. Moi, je m'étais posé la question en face de ça. Bon, pas que je m'intéresse précisément à ces gens-là, Davos et compagnie, mais je me suis demandé s'ils n'avaient pas une forme de connaissance de ce que sont les civilisations avancées, dans lequel la société est unifiée, elle est stabilisée en termes de population, le système économique ne repose plus sur de la monnaie, sur autre chose, il n'y a pas non plus de pénurie, et il n'y a pas non plus à proprement parler de possession. On n'a pas besoin de posséder. Voilà. Donc il n'y a pas non plus de renouvellement. Si on a un véhicule, il va marcher 100 000 ans, 200 000 ans, enfin jusqu'à ce qu'il soit détruit par accident, qu'on en ait marre de le voir. Mais là maintenant, une voiture ou un téléphone portable, on change tout le temps. Voilà. Donc, mais c'est parce que c'est voulu aussi. Mais le jour où on aura des matériaux inaltérables, on va fabriquer, par exemple, un téléphone portable une bonne fois pour toutes, et il marchera 100 000 ans. Il n'y a rien de compliqué. Il portera sa propre énergie. On n'aura plus besoin de le charger. Il n'y a rien de compliqué non plus. On va retrouver tout ça. En tout cas, c'est ce que vous voyez dans un futur loin. Non, c'est assez proche tout ça. Tout proche. C'est dans les 3 prochains siècles. C'est très proche. Ça va arriver rapidement. Les matériaux exotiques vont arriver rapidement. J'en suis certain. Quelque part, une puce au silicium est déjà un matériel un peu spécial. Elle expliquait ça à un type d'il y a 100 ans. Et pour lui, c'est même un savant de très haut niveau du début des années 1920, il n'aurait pas imaginé ce que c'est que une puce au silicium, un système informatique, une capacité à stocker des téras, des gigas et je sais pas quoi, octets, des images de synthèse, l'information qui circule sur toute la planète, etc. Il aurait explosé, le gars. Or, on a fait ça en très peu de temps.
je répète, ce sont les développements technologiques qui feront les développements sociétaux. C'est pour ça qu'on s'était interrogé sur la technologie de stockage, parce qu'on avait compris qu'on pouvait fabriquer de nouvelles armes avec ça. Et donc, moi, j'avais provoqué une réunion où on a parlé que de ça. Comment on fait pour éviter ça? Puisque avec cette quantité d'énergie qui peut être libérée en quelques nanosecondes, on peut fabriquer des armes à rayonnement beaucoup plus efficaces, beaucoup plus puissantes. Le physicien avait calculé qu'on pouvait faire un fusil assez portable qui pouvait tirer 60 000 coups et traverser n'importe quel type de blindage, comme du gruyère, en projetant des petites particules, par exemple d'aluminium, ce genre de truc. On fait quoi? Comment est-ce qu'on empêche ça? On l'a pas trouvé. Donc, les véritables développements, je répète, c'est la science et la technologie qui vont nous apporter. Et je le redis aussi parce que je le dis clairement, et je le sais de manière rétrospective, dans cette bataille de pouvoir, cette bataille commerciale, cette bataille politique, scientifique, et quelquefois religieuse, c'est la Chine qui va gagner. Pour moi, ça fait absolument aucun doute. Pour moi, c'est du passé. C'est classé déjà. Je sais comment ça va se produire, à quelles étapes. J'en parle un petit peu dans le livre. Et la Chine va gagner. Elle a déjà presque gagné, mais elle va continuer. On ne sait rien de ce que font les Chinois. Il y a une chose dont ils sont conscients, c'est qu'ils ont un retard par rapport aux États-Unis au sujet des technologies de rétroconception. Ils sont parfaitement au courant, les Russes aussi. Hein, la rétroconception d'objets exogènes. Donc ils ont un retard considérable. Ils vont le combler. On va assister au début de tout ça dans les années qui suivent. J'ai pas le moindre doute. Dans les siècles qui suivent, vous avez dit. Mais dans les années qui suivent, on va déjà voir tout ça. L'hégémonie économique de la Chine va s'affirmer dans les années 2030. Pour moi, c'est de l'histoire. Donc elle va devenir un hégémon. Ouais, ça va devenir la première puissance économique mondiale. Alors on va dire la Chine ça va pas, il y a une crise économique, il y a une crise. J'ai rencontré une Chinoise ce week-end. Il y a une crise terrible en Chine en ce moment parce que tous les Chinois sont mis à acheter des appartements en cascade, ils ont un peu d'argent, donc ça a boosté le marché de l'immobilier dans les régions urbaines. Des gens qui n'avaient besoin de rien sont mis à acheter 2, 3, 4 appartements, sauf qu'il y a la crise du Covid qui est arrivée et maintenant il y a plein d'appartements qui servent à rien. Donc, mais c'est une crise momentanée. Et puis, ils n'ont pas une population qui croît de manière exponentielle. Ils veulent pas. Et la politique de l'enfant unique a oblitéré leur développement, on va dire, démographique pour longtemps. Il y a une espèce d'inertie. Les Chinois n'ont plus envie de faire d'enfants. Alors, ils ont pris l'habitude d'avoir un enfant et ils continuent. Donc, mais en même temps, c'est quoi cette folie économique qui est de dire on va générer de plus en plus de monde pour faire de plus en plus de produits. Cette espèce de fuite en avant à la consommation, c'est absurde. C'est pas comme ça à terme que ça fonctionnera. À terme, la plus-value sera donnée par des objets extrêmement durables. Et à ce moment-là, on pourra consacrer nos différents moyens à se développer dans d'autres domaines. Voilà. Et donc, on poursuivra pour l'instant, on a une espèce de stagnation parce qu'on cherche à produire des produits périssables. Tout le temps. Des voitures, des ordinateurs, etc. Tout est programmé pour ne pas durer. Mais on peut très bien faire autrement, même maintenant. Une machine à laver dure 100 ans. C'est facile. On voit un frigo. Un frigo, ça peut marcher 60, 70 ans. Hein. Et ça continue à marcher. Mais ça, on peut le faire sur plein d'objets différents. Et donc, les choses vont changer. La Chine va remporter la partie. Et je le disais à cette Chinoise avec qui j'ai eu un échange assez prolongé ces jours-ci, qui vit en France, qui est une femme intelligente dans les affaires. Et c'est l'histoire de la Chine qui est leur force. Nous sommes, nous en Occident, et encore plus aux États-Unis, des peuples sans histoire. Alors d'abord parce que l'histoire... Ça va faire bondir ça. Ça va faire bondir des gens. Oui, mais nous sommes... Alors pourquoi nous sommes... J'explique. Pourquoi nous sommes des peuples sans histoire? Parce que nous avons déconstruit l'histoire. Nous l'avons fait mentir. Nous l'avons arrangé en permanence. Hein, donc, je dis n'importe quoi, l'histoire de la guerre en Algérie. D'accord? Chacun a sa petite interprétation et chacun dit ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. Or, il y a un fait historique. Il y a des faits historiques. Il y a eu ça ou il n'y a pas eu ça. Ça, c'est un fait historique. À partir du moment où on nie l'histoire, on déconstruit son histoire. Et donc, on perd des points d'appui. Donc, les États-Unis ont commencé par exterminer les Indiens d'Amérique.
C'était dans le plan, c'était prévu. Ok, et ils sont morts à 90%, ces gens-là. Ils s'en souviennent, hein, ils savent très bien de quoi il s'agit. J'ai beaucoup de sympathie pour ces gens-là. Et bon, bref. J'ai fait partie d'eux, d'ailleurs, à un certain moment, avant que les Occidentaux appliquent. J'étais l'un d'entre eux. Mais un peuple devient fort quand il admet son histoire et qu'il s'en souvient telle qu'elle s'est passée. C'est le cas de la Chine. La Chine a des milliers d'années d'histoire, qui est une histoire qui est beaucoup plus solide, beaucoup plus vraie que ce qu'en Occident, l'histoire qu'on nous raconte. On déconstruit l'histoire en permanence et on ment. Et donc on prive ainsi une civilisation entière de force. Parce que c'est des racines, l'histoire c'est des racines. Quand ces racines ne valent rien, quand elles sont pourries, coupées dans tous les sens, quand on ment en permanence, hein, comme par exemple, on dit que la France a gagné la Deuxième Guerre mondiale, c'est les Russes et les Américains qui l'ont gagné. Alors accessoirement, on est venu avec De Gaulle, machin, mais fondamentalement, c'est les Russes et les Américains. Voilà. Donc on ment en permanence. L'histoire a été réinventée méthodiquement par des auteurs et de grands écrivains qui ont inventé le mythe de la France, machin truc. Mais bon, les restants, il n'y en avait pas beaucoup. Et en tout cas, avant la rupture du pacte germano-soviétique, tous les communistes travaillaient pour Hitler. Ça, c'est la vérité. Alors, si on leur dit ça, moi je m'en fous. J'ai des copains communistes quand j'étais petit et une de mes épouses était même communiste. Mais je m'en fous, c'est simplement la vérité. Puis du jour au lendemain, ils sont devenus des résistants. Bah oui, à ce moment-là. Mais ça, c'est l'histoire. La Chine a une longue histoire, de milliers d'années. Et ces gens-là, avec cette longue histoire, ils jouent avec plusieurs coups d'avance. Les Américains ont compris qu'ils jouaient avec plusieurs coups d'avance. Et ils savent que la Russie n'est pas le problème. La Russie a une alliance transitoire avec la Chine. Mais la Russie sait aussi que les Chinois sont très malins. Ils ont des conflits territoriaux et tout ça. Donc il y a des alliances transitoires, des convergences d'intérêts. On parle de géopolitique. Transitoire, même quand on parle de M. Trump, c'est des convergences d'intérêts. J'ai un ami qui est très anti-Poutine, très anti-russe, qui dit ouais, Trump c'est un agent de la Russie. Bon. Et qui m'explique en détail pourquoi c'est un agent de la Russie. J'en sais rien, je sais pas la source d'information. Ce que je sais, c'est qu'à un certain moment, Trump et Poutine peuvent avoir une convergence d'intérêts. Et on en verra le résultat. Ça marchera pas. Mais c'est plutôt ça. Ce sont des alliances transitoires. On n'a pas d'amis, on a des alliés transitoires. La Chine gagnera toutes les parties. Parce qu'il joue avec 10 coups d'avance sur tout le monde. Et il y a des indices qui nous le montrent. On regarde son budget militaire. C'est le 3e du monde. Ça sera bientôt le 2e. Et ça sera bientôt le 1er. Et ils vont pas en faire un tapage. Hein. Ils vont pas dire, ça y est, on est numéro 1. Parce qu'en fait, ils vont pas publier les vrais chiffres. Ils sont en train de faire un développement spatial dont on parle très peu en Occident. Mais il se passe quoi en Chine au niveau du développement spatial? Ça n'existe pas, le développement spatial chinois. Mais ils sont en train de faire des choses incroyables. Personne n'en parle en Occident. Pourquoi le programme spatial de la NASA s'est arrêté? Soi-disant, on devait retourner sur la Lune, je sais pas combien de fois, et puis après la mission Apollo 12 ou 13, je sais plus, tout s'est arrêté d'un coup, il y a 50 ans. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces affaires-là? Est-ce qu'on est parti d'ailleurs sur la Lune? J'en sais rien. Vous n'avez pas été vérifié? Je suis passé plusieurs fois à côté de la Lune, et j'ai vu des trucs quand même. Bon. Je peux raconter une anecdote encore, c'est une de plus. Ouais. Ce que vit le voyageur. Je vais prendre un exemple précis. Donc c'était il y a quelques années, c'était vers l'année 2012 ou 2013, j'ai pas noté. Bon je file hors du corps, et je me dis j'ai envie de prendre un bon bol d'air dans l'espace. Enfin d'air, il n'y a pas d'air dans l'espace, mais on n'a pas besoin de respirer non plus. Donc je trace, je pars de la planète et je passe à côté de la Lune. Je m'arrête pas. Mais je vois cachés derrière la Lune, sur des orbites différentes, 2 immenses vaisseaux spatiaux, extraterrestres évidemment. Un genre de truc, j'ai pas été mesuré sur place, mais des centaines, voire des milliers de kilomètres de diamètre. Alors, de temps en temps, je suis un peu curieux, je vais fourrer mon nez pour voir ce qui se passe, je rentre dedans, mais là, j'ai pas envie, j'ai envie de me promener dans la campagne cosmique. Mais néanmoins, je me dis, tiens, ils sont vraiment balèzes ces trucs, puis ils sont bien planqués pour pas qu'on les voit vu de la Terre. Puis je discute avec un de mes amis, et incidemment, il est au courant de ce que je fais, je lui dis, tiens, en ce moment, il y a 2 grands vaisseaux, mais immenses, planqués derrière la Lune, sur 2 orbites différentes. Et je parle d'autre chose, j'oublie ça, quoi, voilà. Et lui fait sa petite enquête, je sais pas, mais bon, il prend en compte ce que je lui dis, et il dit, vous êtes
deux à dire la même chose en dehors de toi. Il y a deux autres personnes qui disent la même chose en ce moment. Il y a des vaisseaux planqués derrière la Lune qui, voilà. Et il me dit, il y a un Belge, bon, il me cite le nom, je sais pas, il me dit, il y a Roro. Vous avez entendu parler de Roro, Robert Lortal? Non. Ok. C'est un type qui a témoigné avoir passé à la fin des années 60 presque un an avec une race d'extraterrestres sur une base située dans l'Himalaya. Il faut lire ce truc. Et donc mon ami me dit il y a un Belge, machin, et puis il y a Roro qui dit la même chose que toi. Alors mon Roro, j'avais croisé il y a quelques années. C'est un type issu de la campagne qui a à peine, je sais même pas s'il a son certificat d'études. À l'époque, on passait le certificat d'études et qui explique avec beaucoup de détails qu'il a passé presque un an avec les E.T. Au moment où il y avait des phénomènes vraiment étranges sur lesquels étaient venus enquêter les ufologues, il y avait des boules de lumière qui apparaissaient même en plein jour dans cette région-là, en Ariège, je crois. Et c'était l'époque où j'avais entrepris l'écriture de 001%. Et donc, mon éditeur, Christelle Seval, me dit, tiens, il y a Roro qui vient faire une apparition publique à Toulon. Et si tu veux venir, ce serait sympa. Voilà. Donc, j'y vais, parce que j'habitais Aix-en-Provence à l'époque. Et il y avait une centaine de personnes, une espèce d'association qui invitait ce garçon, Robert Lortal. Et donc, difficile à approcher. Et puis, c'est un gars taciturne, il a pas trop envie de causer, il était pas très à l'aise non plus avec cette foule, il était pas très habitué. Bon, un gars de la campagne, voilà. Un mec sec, rablé, puissant. Et il y a un moment, je me dis, il faut que je lui parle. Et donc, c'était en plein milieu du repas de midi, donc à quatre pattes, je commence à circuler entre les tables, comme ça, pour me glisser, et j'émerge juste à côté de lui, il voit une tête apparaître à côté de lui, et du but en blanc, comme ça, je dis, Roro, d'où vient la pensée? Vraiment un truc, hein. Vraiment, le gars agriculteur, on lui pose une question quand même. Normalement, tu réfléchis 2 secondes avant de répondre quoi que ce soit d'intelligent. Et il me répond du tac au tac sans même réfléchir. Il me dit ça, certainement pas du cerveau. Je dis merde. Alors je reviens à ma place et je dis à ma compagne, je dis putain, il y a quelqu'un là quand même. Hein. Il a pas réfléchi le mec. Il connaissait la réponse. Et très peu de gens connaissent la réponse. Parce que la pensée ne vient pas du cerveau. Mais quand même, ça me titille que mon ami me dise que Roro soit au courant. Et je dis, mais cet enfoiré-là, ça se trouve, il est toujours en relation avec les E.T. Je vois que cette explication-là. Ah, l'enfoiré, il en parle à personne. Donc, je demande à mon ami de trouver son numéro de téléphone. J'appelle, je sais pas combien de fois, ça répond jamais. Et puis, genre, 10 jours, j'essaye tous les jours, plusieurs fois par jour, et jamais personne ne décroche. Et puis, au bout de donc ces 10 jours, à peu près, il y a quelqu'un qui décroche, je dis Roro, il dit oui. Il dit, je sais pas si tu te souviens de moi, je me présente. Il me dit oui, oui, je me souviens de toi. Et puis là, je lâche le truc, je dis, mais comment tu sais pour les vaisseaux derrière la Lune? Et il me dit, du tac au tac, ben comme toi. Et quand il raccroche. Et là, alors c'est un typique de Roro, ça vraiment, comme toi, et quand il raccroche. Je sais comme toi, comme quoi tu le sais. Et là, je me souviens que dans ses témoignages, il avait expliqué que les gens qui l'avaient invité, comme ça, dans la base où il avait séjourné quasiment un an, on lui avait appris une espèce de yoga particulier, et qu'on lui avait donné un deuxième objectif, c'est de maîtriser le voyageur du corps. Et là, je découvre par ça que cet enfoiré-là, c'est un voyageur. C'est juste une anecdote comme ça pour expliquer le truc. Et pour expliquer comment il confirme ça de manière très simple en 2 mots, comme toi. Voilà. Donc je dis oh là 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 là. C'est ça, ce sont des expériences, ce sont des cas très précis qui montrent la situation ici. Ce gars-là est au courant. Il faut lire le bouquin qui a été écrit par Georges Mestre, je crois, qui raconte l'histoire de Robert Lortal en détail, comment il raconte, mais il donne beaucoup de détails sur les gens qui l'ont invité, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi, truc, machin. Pourquoi je parlais de ça Parce qu'on parlait du voyage sur la Lune. Oui, alors... et donc des 2 vaisseaux qui... Alors, oui, effectivement, bon, là, il y a clairement... en tout cas, il s'était pas posé sur la Lune. Hein. Bon, c'est pas la préoccupation d'un voyageur que d'aller vérifier ceci ou cela. Par exemple, je m'étais mis dans la tête, moi, en tant que jeune adulte, quand j'ai entendu parler des autres 51, d'aller fourrer mon nez là-bas. Mais chaque fois que je sortais du corps, je n'avais plus rien à faire de cette histoire-là. J'ai envie de me promener. Et puis, aller voir ça me paraissait... Alors sans aucun intérêt. Mais quand même, un jour, j'y suis arrivé.
j'ai réussi à tenir, entre guillemets, cette intention-là. Donc je me suis rendu sur cette zone-là pour aller fourrer mon nez dans les bâtiments qui étaient là. Alors, je savais où c'était. Parce que je vais souvent aux États-Unis, j'ai une bonne idée de ce qu'est la zone 51, etc. Donc j'ai fourré mon nez, et j'ai même fait, c'était juste avant que je retrouve Stephen Greer, je lui ai fait un compte-rendu d'un certain nombre de choses que j'avais vues. Il n'a pas prêté attention à ça, j'ai laissé tomber. Donc, pourquoi je raconte ça? L'intérêt qu'on peut avoir supposément quand on n'a pas encore fait son voyage hors du corps, comme par exemple tu vois un vaisseau, tu as à tout prix envie d'aller voir ce qu'il y a. Moi, de temps en temps, j'ai visité les vaisseaux comme ça, j'ai été intrusé, quelquefois j'ai été détecté, quelquefois pas. Mais je vais prendre un exemple de quelqu'un qui est connu comme voyageur aussi, qui s'appelle Akena, qui est parti de ce monde il y a quelques années, qui a écrit des bouquins là-dessus. Et toujours par le même ami dont je parlais tout à l'heure, j'habitais à Aix-en-Provence, j'avais mon affaire à Aix-en-Provence. Un jour, ce type-là me dit, qui était devenu un copain, qui était un client, il me dit, il y a une dame qui parle de la même chose que toi, qui est dans notre département, elle est à 1 heure d'ici. J'ai dit, ah bon? J'en ai entendu parler. Donc, Akena, elle a écrit des bouquins et tout. J'ai dit, ah, il me dit, on va la voir, on va la voir. J'ai dit, si tu veux, on va la voir. Donc, on rend visite à cette dame qui habitait tout près de Fos-sur-Mer, Akena. Et j'achète son bouquin. Je reviens la voir une deuxième fois, je dis, mais disons, Akena, manifestement, t'es une voyageuse, hein, t'es pas une affabulatrice comme on l'envoie. Je dis, mais nulle part dans ton bouquin, on parle d'extraterrestres, ni de vaisseaux. Je dis, mais dis pas que t'as jamais vu de vaisseau en te baladant. Genre, on en voit super souvent, quoi. Et elle me dit, bah si, évidemment, j'en ai vu. Je dis, mais pourquoi t'en parles pas? Elle me dit, mais je m'en fous. Voilà, c'est vraiment particulier. Et c'est vrai que souvent, moi, je m'en fous aussi. Sauf que de temps en temps, j'ai été fourré mon nez, ce qui m'a permis de comprendre comment. Moi, le jour où j'étais vraiment choqué, quand j'ai compris qu'ils étaient parmi nous, parce que je pensais qu'ils passaient, qu'ils nous fichaient la paix. Le jour où j'ai compris qu'ils avaient des véhicules banalisés, qu'ils étaient parmi nous et qu'ils étaient probablement infiltrés, oh là là, là, les bras m'en sont tombés. Mais j'ai appris au cours d'un voyage. J'ai appelé un de mes copains qui a un site OVNI sur Internet, comme c'est depuis des années, qui est un ancien officier contrôleur aérien, un ami d'enfance. Et je l'appelle, le lendemain du voyage, je dis, mais tu m'as pas dit, je lui dis, tu m'as jamais dit qu'ils étaient là parmi nous et tout ça. Il me dit, ça fait des années que je te le dis, tu ne m'écoutes pas. C'est ça, quand on veut pas entendre, on n'entend pas. Et c'est lui qui m'a dit, bah maintenant t'as compris, hein, t'as vu, eh ben tu lis le bouquin de Corso, par exemple, du lieutenant Corso. Et là, j'ai dévoré le bouquin, je dis, mais ils sont là, ces enfoirés. Alors, j'avais des idées, c'est de temps en temps, ils viennent nous voir, de temps en temps, ils font des trucs avec nous, voilà, mais le reste du temps, ils nous foutent la paix, quoi. Non, c'est pas ça. Moi, ça m'a fait un choc, quand même. Je raconte mes histoires à la volée, comme ça, Kate. Pour terminer, Marc, parce qu'on va quand même terminer cette émission quand même, tout de même. C'est quoi l'avenir de l'être humain tel qu'il est là? L'être humain terrestre. L'être humain terrestre, au tout début. Alors là, je sais plus à combien on est de temps d'émission. On doit être à 3h30, peut-être presque 4 heures, je ne sais pas. Au tout début, j'ai évoqué les catégories dans lesquelles vous avez classé les êtres humains. Donc, il y a les voyageurs, les intuitifs. J'ai retrouvé le 3e parce que j'ai ma fiche là. J'ai retrouvé. C'est les j'en sais rien et je m'en fous. Et je m'en fous. Ça vous dit quelque chose? Alors, c'est la majorité, ça. Et puis les derniers, ce sont les losers. Est-ce qu'on va toujours garder en fait ces catégories-là dans l'avenir? Non, ça va évoluer. Alors bon, c'est un peu un jeu verbal, vraiment. Mais il faut bien comprendre, il faut bien voir que globalement, la majorité des humains terrestres ne posent pas de questions fondamentales. Alors que le sujet OVNI, par exemple, est distribué sur toute la planète, il y a des manifestations partout, la moindre des choses, pour qu'un esprit normalement conscient, se dire, s'il y a quelque chose de vrai là-dedans, c'est plus qu'important, c'est fondamental. Donc je fourre mon nez là-dedans, je regarde. Et mon expérience personnelle, alors j'ai eu la chance d'être voyageur, de voir des trucs et beaucoup d'autres choses, mais le type qui veut vraiment savoir, il sait, hein. Il faut qu'il investisse un peu de temps. Je parle pas d'aller voir sur Internet. Il prend ses économies, il va ici ou là, au bout d'un moment, il comprend, hein. Il touche du doigt cette réalité-là. Moi, j'ai eu à plusieurs reprises l'occasion de toucher des objets qui n'ont pas été fabriqués sur cette planète. Voilà, je rentre pas dans les détails. Et c'est pas qu'une fois. Et c'est certain.
et de rencontrer des gens aussi qui sont un peu spéciaux, on va dire. Donc, ça aussi. Alors, j'étais encore une fois favorisé par ce que je savais déjà, mais je me rends compte que les preuves pullulent, en fait. Et que celui qui cherche, il trouve. Mais il faut peut-être dépenser 5 000 € pour aller ici, sacrifier ses vacances pour faire ci ou ça. Des preuves, il y en a partout. C'est tellement important que ça change tellement tout que il faut vérifier ça. Enfin, ça me semble logique. Donc voilà, la question c'était l'avenir de l'humanité. Oui, l'avenir de l'être humain. Alors on aborde là la question de la vie extraterrestre, mais on a aussi abordé les vies passées, la réincarnation, les voyages hors du corps aussi. Ça coûte moins cher peut-être que de dépenser 5 000 € pour vérifier la vie extraterrestre. Bah, ça a été mon premier moyen. Ouais. Moi, j'inciterai les gens à développer cette capacité qui a rien d'extraordinaire. Une fois qu'on a compris comment ça fonctionne et qu'on se laisse pas abuser par des gens qui vous parlent des dangers, etc., des gens qui savent pas ce que c'est ou qui mélangent avec les perceptions psy. Donc, une des choses à faire pour les voyageurs, c'est déjà d'expliquer, de clarifier ces choses-là et de laisser les gens qui connaissent un minimum s'exprimer. Voilà. Bon, Hussein en fait partie, Borvo, Robert Monroe, Akena, et il y en a de plus en plus, Robert Bruce aux États-Unis. Bon, il y en a d'autres. Hein. Les gens de l'IAC, ils sont une association originaire du Brésil, ils savent de quoi ils parlent. Ils parlent des entités énergétiques parasites aussi. Et les gens qui sont dans l'affabulation ou qui peut-être même œuvrent pour les parasites, puisque les parasites ont intérêt à ce qu'il y ait pas trop de voyageurs. Donc on leur fait peur, on leur raconte des bêtises. Comme on veut manipuler les masses, on commence par leur faire peur. Hein. Vous allez tous mourir de Covid ou les Russes vont venir nous casser la gueule. Ça marche tellement bien, ils ont qu'à continuer. Ce que je disais au départ, c'est que la méconnaissance profonde de ces gens-là qui sont dans le cynisme et la manipulation, c'est qu'ils pensent que c'est de leur intérêt personnel de faire ça. Mais c'est faux. Ils vont le payer cher. Et collectivement, ils sont responsables aussi partiellement de l'évolution collective. Et on n'évolue pas collectivement en abrutissant la plus grande partie de la population. On évolue collectivement en leur donnant une information vraie, une éducation vraie. En respectant les femmes, en les éduquant, en leur donnant des droits, par exemple. Il y a plein de civilisations dans lesquelles c'était pas le cas. Mais j'ai également connu des civilisations dans lesquelles c'est les femmes qui dirigeaient la politique. Et j'étais femme à ce moment-là aussi, mais j'étais pas dirigeante, mais bon, voilà. Donc, ce cynisme-là, ce machiavélisme-là, disparaîtra quand l'humanité sera globalement plus évoluée, parce que tout simplement, les gens qui sont susceptibles de prendre le pouvoir actuellement, dans ces conditions-là, n'auront plus aucun écho, seront considérés comme des handicapés mentaux. Ce qu'ils sont, déjà. On peut terminer sur ça. On peut terminer sur ça. Bah oui. si vous voulez. Merci beaucoup, Marc. J'espère que vous avez apprécié. Oui, j'ai apprécié la diversité parce que généralement c'est les discussions autour du voyageur du corps, et je souhaitais vraiment élargir. Là, on a vraiment élargi, je crois. Ouais, on a quand même beaucoup plus. On n'a peut-être pas parlé de tout en détail, mais on a déjà. On a ouvert le champ. Voilà. Et après, pour les autres, ceux qui s'intéressent au voyageur du corps, débrouillez-vous pour le faire. Bon, après, il y a quand même beaucoup de choses. C'est ce que vous répétez sans cesse, d'expérimenter. Voilà, vous le faites vous-même, et vous débrouillez comme vous voulez, vous rédigez des bouquins, mais si vous travaillez, vous allez y arriver. Au moins une fois, ou deux, ou trois, ou quatre, et plus vous allez faire, plus vous allez devenir bon. Et ça vous libérera de tout système de dépendance vis-à-vis de qui que ce soit. Ne vénérez personne. Il n'y a pas de modèle. Et surtout pas Mark O'Byrne comme modèle, laissez tomber. Voilà. Le pouvoir personnel, c'est ce qui est le plus important. Et la connaissance directe. Bon. Conclusion? On peut rappeler votre livre qui sera bientôt disponible, je l'espère. Alors, Ouragan, qui est déjà paru sous le titre Tempête en Inde en anglais. Je pense que je vais le rendre disponible également par Amazon, ou quelque chose comme ça, en version anglaise. Mm-hmm. Et puis la version française. La version française, ça sera au deuxième trimestre. Tout est prêt, puisque je suis moi-même l'éditeur maintenant de mes livres. Et donc, il me reste à trouver un imprimeur et des distributeurs. Mais bon, ça va se faire minimum, ça sera sur Amazon rapidement, puisque
la maquette est prête. Et moi, j'ai eu la primeur de oui, le lire, voilà. Oui, tu as eu le manuscrit, voilà. Oui. Et bon, ben voilà. Merci Marc. Je vais vous inviter à signer notre livre d'or. Allez, c'est parti. Et puis on termine comme ça. D'accord, très bien. Merci. Merci Kate. Merci.